Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons les personnes là qui commencent à arriver. J'en ai 32 là déjà présents. Donc, d'ores et déjà, eh bien, je remercie Alexandre qui, pour la énième fois, a la gentillesse d'intervenir pour nous et nous expliquer des points sensibles et qui nous paraissent ardus de la TVA. Mais grâce à lui, voilà, on y voit un petit peu plus clair. Cette thématique des transactions en chaîne, donc nous l'avions déjà abordée, on a eu la chance en début d'année de se voir en présentiel. Et puis, nous étions à Lorient et à Saint-Brieuc. Donc là, on a souhaité effectivement faire bénéficier aussi le plus grand nombre, donc la dupliquer et donc du coup en mode visio. Voilà, donc on est ensemble pour 2 heures, sachant que Alexandre, sa présentation va durer à peu près 1h30. On a prévu à peu près une trentaine de minutes pour les questions-réponses, mais les questions-réponses, je les prendrai au fur et à mesure, parce que très souvent vos questions abordent un point qui a été abordé, voilà, une question sur une chose que dit l'intervenant. Donc, je les prendrai au fur et à mesure, ce sera plus clair pour tout le monde. Cet enregistrement, ce webinaire, pardon, est enregistré. Donc, éventuellement, si vous avez des collègues ou d'autres personnes qui souhaitent le revoir, ce sera possible dans quelques jours. Voilà, et puis aussi un petit peu, là tout le monde n'est pas tout à fait arrivé, aussi vous dire que l'année prochaine on se retrouvera avec Alexandre au premier trimestre, assez tôt dans l'année, pour parler ensemble de la réforme de la TVA par rapport au e-commerce, hein. Que vous fassiez du B2B ou du B2C, beaucoup d'entre vous êtes concernés par les transactions, les ventes ou les ventes de prestations ou en ligne, donc via des plateformes centrales d'achat. Donc voilà, on traitera ça probablement en février, donc vous serez bien entendu tenu informé. Voilà, donc il est 10h presque 5, donc voilà. Je vous souhaite une bonne réunion, je regarde vos questions et je passe donc Ah oui, alors quand même, excusez-moi. Un petit mot sur Bretagne Commerce International, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent maintenant. Voilà, nous sommes un réseau d'une 40aine de collaborateurs dans les territoires, au siège, pour vous accompagner dans votre développement international, de la stratégie jusqu'effectivement la livraison et le paiement de vos exports. Voilà, du conseil individuel, des actions collectives, des salons, entre parenthèses, malheureusement cette année. Le grand rendez-vous aussi annuel, l'Open de l'International, que nous avons réussi à faire cette année à distance. C'était une expérience assez étonnante et inouïe. C'était une très belle réussite. Donc, sachez que voilà, nous sommes une équipe à votre service. On a un site internet aussi avec notre agenda, avec du fond documentaire, des infos techniques, des infos marché. Donc, allez-y, usez, abusez, c'est fait pour ça. Voilà, donc au plaisir de vous revoir. Bonne réunion et à bientôt. Alexandre, je vous laisse la parole. Merci. Merci Annie. Merci pour cette présentation, cette introduction. Alors, je vais me présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore, même si c'est à distance et que c'est forcément un peu moins personnel. On a la chance de pouvoir organiser ça à distance et je pense que c'est aussi une bonne chose. Ça permet de garder un œil sur des sujets comme ça un peu techniques et puis ça présente quelques avantages de ne pas avoir à trop se déplacer, c'est bien aussi. Aujourd'hui, on va parler des transactions en chaîne. Pourquoi on va parler des transactions en chaîne? C'est que dans mon métier au quotidien, qui est le métier de fiscaliste spécialisé en TVA, on est confronté à cette notion-là de manière quotidienne. Dès qu'on commence à travailler, alors c'est évidemment plus sur des sociétés qui travaillent sur des biens physiques,
on a fréquemment voilà, des chaînes de transactions entre un vendeur, un intermédiaire, un revendeur-distributeur et puis des acquéreurs finaux. Et ça, par exemple, ça constitue une transaction en chaîne. Donc, c'est quelque chose qu'on pratique vraiment au quotidien et qui va générer quand même beaucoup de sujets d'un point de vue TVA. Moi, mon métier, c'est de faire de la déclaration de TVA et de la récupération de TVA à l'étranger, de couvrir pas mal de pays. Et j'ai ce problème-là de manière quotidienne. J'ai des clients qui m'appellent tous les jours pour me parler de transactions en chaîne. Donc, on avait déjà fait quelques ateliers il y a à peu près 6 mois. On avait parlé de ce sujet-là et on s'est rendu compte que effectivement, ça intéresse beaucoup de sociétés, beaucoup d'entreprises, et tout le monde n'est pas conscient de la difficulté et puis des solutions qu'on peut mettre en face. Parce que ce que je dis souvent en matière de TVA, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de contraintes, mais on a toujours une solution en face. Alors, pas toujours simple, mais on a toujours une solution. Donc, l'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est de vous montrer déjà ce que c'est qu'une transaction en chaîne, à quoi ça correspond, quelles en sont les contraintes, quelles en sont les difficultés et les pièges, et puis parler directement après des solutions. Alors, aujourd'hui, en 1 heure et demie, on n'aura pas le temps de présenter tous les cas concrets, de couvrir l'ensemble des solutions. L'idée est de vous sensibiliser à ce sujet et de vous donner quelques clés pour les identifier, avoir quelques premières réponses et s'il y a encore des doutes, en tout cas de savoir qu'il y a un sujet à creuser. Voilà, donc on va tout de suite aller parler des grands principes, hein. C'est définir ce que c'est qu'une transaction en chaîne. On va beaucoup parler de transport et on va parler un peu d'incoterms parce que c'est des notions qu'on va utiliser vraiment de manière quotidienne. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction en chaîne? Alors déjà, ce n'est pas une transaction, c'est plusieurs transactions qui vont avoir lieu de manière successive et avec un seul transport. Alors évidemment, je parle du transport du même bien. Hein, si j'achète des planches et qu'ensuite c'est une armoire qui est vendue, évidemment, on n'est plus dans une transaction en chaîne parce qu'il y a des processus de transformation au milieu. Là, je parle du même bien qui va partir dans l'exemple qui est pris ici d'une société A pour arriver dans une société D et avec au milieu plusieurs transactions, plusieurs reventes et un seul flux physique. Un seul flux physique, c'est quelque chose qu'on va rencontrer de plus en plus parce que, évidemment, on cherche tous à optimiser notre logistique. Et ça veut dire que si on peut éviter d'avoir trois transports différents pour ce genre d'opération, on le fait, ça permet de gagner du temps et de gagner de l'argent. Donc ça, c'est vraiment pour planter le décor en se disant, voilà, le fait de le dessiner, ça permet assez rapidement de voir de manière très matérielle la chaîne de transactions. Je vous invite à dessiner, à faire des schémas le plus souvent possible. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment de poser le raisonnement. En l'occurrence, le fait de savoir qu'on a un fournisseur, un intermédiaire, un sous-intermédiaire et un client final, ça permet justement de dessiner les factures, de savoir de quelle facture on va parler. Et vous verrez que quand je parle de facture, je parle souvent, moi, de transaction. Mais ça veut dire, on parle de la même chose. Et ce qui importe, in fine, c'est de savoir comment on va traiter cette facture. Je mets de la TVA dessus, j'en mets pas. Si je mets de la TVA, quel taux, etc. On va vraiment s'attacher à la facture. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, tout le raisonnement, il va être de faire ce genre de schéma, de matérialiser les factures, de matérialiser un flux physique pour justement derrière aller dire ma facture 1, comment est-ce qu'elle doit être traitée, ma facture 2, comment est-ce qu'elle doit être traitée, etc. etc. Vous noterez aussi un point qui est très important, c'est que pour ne pas prendre des cas trop faciles, parce que sinon ça ne sert à rien, les exemples sont toujours avec une société A dans un État membre de l'Union européenne 1, ensuite État membre 2, État membre 3, État membre 4. C'est intéressant qu'on complexifie un petit peu les choses à ce niveau-là pour vous montrer qu'on est dans un environnement déjà qui est dans l'Union européenne uniquement. Deuxièmement, qu'on est dans un schéma international. Si on est dans le même pays, honnêtement, il n'y aura pas de problème. C'est dès qu'on va
avoir des intervenants dans plusieurs pays différents qu'on va avoir des complications. Juste une chose, comme c'est un sujet relativement compliqué et qu'on est à distance et qu'on perd un peu en... Ah, on me dit ça coupe. Alors, si ça coupe, n'hésitez pas à faire part un peu des difficultés techniques. Hein, si vraiment il y a des problèmes, n'hésitez pas à le remonter. Je regarde les commentaires en même temps que je parle. Je ne pourrais pas faire aucune difficulté technique. Ouais, je pense que ça vient de chez la personne, malheureusement. Ouais. D'accord. J'espère que ça va désolé. aller. Désolé. N'hésitez pas, hein, si par contre ça a coupé et qu'il y a quelque chose que vous avez loupé, à me faire répéter. Mais surtout, n'hésitez pas à intervenir et à poser des questions. Hein, parce que quand on est en présentiel, évidemment, on lève le bras, je peux voir les réactions de chacun. Là, c'est un peu plus compliqué de voir les réactions de tout le monde. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser l'outil questions et réponses. Ouais, puis la conversation, donc je le vois effectivement pour d'autres, c'est bon. Donc, ok. c'est bon. Ok. Parfait. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, on a des opérations en chaîne et d'un point de vue TVA, on va aller travailler sur ce qu'on appelle la qualification. La qualification, c'est surtout déjà dire si c'est une livraison de biens ou une prestation de service. Bon, ça, c'est assez facile, mais c'est surtout de dire est-ce que c'est une livraison de biens avec transport, sans transport, parce que j'ai résumé ici les principales sujets à traiter. C'est que dans notre chaîne, il n'y aura qu'une seule opération intracommunautaire. Quand je dis ça, ça sous-entend qu'il n'y a qu'une seule opération qui sera une livraison intracommunautaire dans le pays de départ et une acquisition intracommunautaire dans le pays d'arrivée. Tout ce qui se passe avant ou après cette transaction-là sera forcément purement local dans le pays de départ ou dans le pays d'arrivée. Et aujourd'hui, vous allez beaucoup m'entendre parler de pays de départ et de pays d'arrivée parce que c'est l'ancrage, on va dire, physique de la TVA qui veut que quand on est sur des livraisons de biens, on ne regarde que là où se trouve le bien, soit au moment du départ, soit au moment de l'arrivée, soit au moment de la remise au client. On reviendra là-dessus. Donc, notre difficulté, c'est qu'il n'y a qu'une seule opération qui est intracommunautaire et du coup, il va falloir savoir laquelle. Ensuite, ce que je viens de dire, les opérations sont forcément localisées dans le pays de départ ou dans le pays d'arrivée. Mes intermédiaires qui seraient, eux, établis dans un autre pays que le pays de départ et d'arrivée, ça sous-entend qu'ils vont avoir très probablement des choses à faire dans les pays en question. On va revenir dessus avec un exemple concret après, vous verrez, ça sera beaucoup plus parlant. Et la question clé, si un jour on est amené à parler ensemble et que vous me décrivez un flux qui est une transaction en chaîne, vous me verrez toujours poser la même question, à quelle transaction je dois affecter mon transport? Qui a fait le transport? Qui a pris en charge le transport? Voilà. Donc, la dernière question, enfin le dernier sujet, j'ai déjà évoqué, c'est on tient compte du flux physique et non du lieu d'établissement des parties. Je suis français, mais si je fais une opération en Allemagne, elle sera forcément taxable en Allemagne. Hein. Même si je ne suis pas établi en Allemagne, je ne suis établi qu'en France. Bon, on reviendra dessus un peu plus en détail. Ça a son importance parce que c'est un peu tout le sujet d'aujourd'hui. Tout le sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que moi, vendeur ou acheteur français, je vais me retrouver à avoir des obligations dans un autre pays que le mien, donc dans un autre pays de l'Union européenne? Pourquoi? Parce que si j'ai des obligations déclaratives dans un autre pays, je dois m'immatriculer à la TVA, je dois déposer des déclarations de TVA locale, des déclarations intrastat, que vous connaissez plutôt sous la terminologie DEB, je vais probablement devoir collecter ou déduire de la TVA d'un autre pays, ce qui forcément a un impact en termes de cash et en termes de gestion déclarative. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est les quatre grands sujets des transactions en chaîne et qu'on va essayer de détailler encore plus. Bon. Je vous ai parlé de l'affectation du transport. Dans ma chaîne, j'ai A qui vend à B, qui revend à C, qui revend à D. Formidable. Je vais avoir l'information assez facilement que le transport va être direct de A à D. Formidable.
Mais je vous ai dit, il n'y a qu'une seule opération là-dedans qui va être une opération dite intracommunautaire. Donc, livraison intracommunautaire, acquisition intracommunautaire en face. Pour savoir laquelle de ces opérations est une opération intracommunautaire, je dois vérifier qui a pris en charge le transport. Vous vous rappelez sur le schéma qui était un peu au-dessus, je vais revenir un tout petit peu au-dessus, j'ai une facture 1, une facture 2, une facture 3. Ça, c'est mes transactions. Et imaginez qu'on est en train de jouer un jeu de cartes du genre 1000 bornes et j'ai une carte transport. Cette carte transport, je vais pouvoir la poser une seule fois sur une seule opération, soit sur ma facture 1, soit sur ma facture 2, soit sur ma facture 3. Et ça va conditionner l'analyse. Parce que soit, si j'analyse ma facture 1, soit j'ai un transport dessus et à ce moment-là, c'est une opération intracommunautaire, soit je n'ai pas de transport sur cette facture 1 et c'est une opération locale. Vous verrez que ça a beaucoup de conséquences ensuite. Comment savoir à quelle opération je dois affecter mon transport? C'est là qu'on va aller regarder les contrats, les bons de commande, idéalement la facture transporteur. Ça, c'est bon, c'est vraiment le plus facile et l'idéal. On va aller voir les documents de transport parce que normalement, ils précisent un peu d'où ça part, où ça arrive, qui a mandaté le transporteur. Bon, une fois qu'on a dit ça, on va souvent, très souvent, aller regarder les incoterms. Alors, je rappelle que les incoterms ne décrivent que la répartition des charges de transport et de risque. C'est tout ce que ça dit. Hein. Mais effectivement, si je vois un incoterm ex-work, je sais que, en tant que vendeur, si je vends en ex-work, ça veut dire que je ne gère pas le transport. C'est mon client qui va gérer le transport. Vous voyez, ça va me donner quand même des indices forts pour savoir qui prend en charge le transport dans cette chaîne. J'invite à une certaine méfiance vis-à-vis des incoterms, ou en tout cas à beaucoup d'attention quand on va manipuler des incoterms, parce que ça m'arrive dans 9 dossiers sur 10 qu'il y ait des incohérences entre les incoterms que je vais trouver. Alors, je vais avoir un incoterm dans le contrat, je vais avoir un autre incoterm dans le bon de commande, je vais avoir un autre incoterm sur la facture. Et puis, si je creuse un peu, il peut arriver que finalement, le transport a été pris en charge par quelqu'un de très différent par rapport à ce que me disaient les incoterms. Donc, j'invite à une grande vigilance dans l'utilisation des incoterms parce que ça peut vite prêter à confusion et ça peut vite générer des risques en matière de TVA. Je ne parle même pas de la partie commerciale, de qui doit supporter quoi et quel risque et quel coût. Hein, parce qu'à la base, c'est surtout à ça que ça sert. Donc, voilà, le transport, c'est une question clé dans tout ça. Et là, je vous donne les documents, les éléments d'information que moi, je vais réclamer à chaque fois que je fais une analyse pour savoir dans cette chaîne à qui je dois affecter, ou à quelle transaction je dois affecter mon transport. Vous verrez que, on verra par la suite, que c'est parfois compliqué si dans la transaction ABCD ou ABCD FGH, hein, ça peut arriver, si moi je suis au milieu, que je suis C, ça va parfois être compliqué d'avoir des informations qui concernent A. Hein, souvent, on sait facilement aller récupérer des informations auprès de son fournisseur direct et de son client direct. Néanmoins, s'il y a des clients après mon client dans la chaîne, ou s'il y a des fournisseurs au-dessus ou en amont de mon fournisseur, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Ça va rester une des grandes difficultés du traitement TVA des transactions en chaîne. C'est comment obtenir une information fiable. Là, je vous donne des éléments, des clés, des indices pour aller chercher cette information. Néanmoins, il y a des situations où, dans la pratique, on va être bloqué et malheureusement, à part impliquer un peu plus ses fournisseurs ou ses clients pour obtenir l'information, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de solution toute faite sur ce sujet-là. Bien, on va faire un petit point sur les incoterms où, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui connaissent, je suis désolé, hein, ça va être une redite, mais pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal,
Ça, c'est des tableaux que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Hein. Vous tapez Incoterm, vous allez assez rapidement trouver des visuels. Ouais, on a une fiche sur le site BCI. Voilà. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir aussi toutes les formulations possibles parce qu'il y a des choses qui sont plus ou moins lisibles. Et puis après, c'est chacun à sa manière de lire aussi. Mais là, j'ai choisi quelque chose de visuel qui montre bien les deux lignes qui sont couvertes. Par exemple, au X-Force, on voit, alors désolé, c'est en anglais, hein, mais on voit le fait qu'on va répartir les risques et les coûts. Alors, les coûts, c'est cette ligne-là qui, d'un point de vue TVA, va nous intéresser. On voit bien, alors je ne sais pas si on voit ma souris. Peut-être pas, hein. Si. Non. On voit ma souris? Oui. Oui, formidable. On voit bien que l'Exworks et puis les premiers Incoterms verts, on est dans une prise en charge du transport qui est ici, transport principal, par l'acquéreur. Hein. On voit qu'ensuite, hop, à partir de CFR, CIF, CPT, etc., c'est le vendeur qui prend en charge le transport principal. C'est cette information-là que, pour la TVA, on va aller chercher. Voilà. Donc, n'hésitez pas à creuser un peu le sujet des Incoterms. C'est un indice fort. Hein, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, un peu de vocabulaire technique, notamment les abréviations, parce que qui dit PowerPoint dit on essaye de faire quelque chose d'aéré, de facile à lire. Et puis comme ça, vous aurez du vocabulaire pour mettre des abréviations quand vous ferez des jolis schémas. On va parler de LIC pour livraison intracommunautaire, d'AIC pour acquisition intracommunautaire, EM pour État membre sous-entendu de l'Union européenne, et CMR, ça vous devez peut-être plus connaître, pour la lettre de voiture, parce qu'on va parler de preuve de transport à un moment. Et vous verrez que je parle souvent de CMR parce que c'est souvent ce qui est accepté de manière courante par l'administration fiscale, quelle qu'elle soit et quel que soit votre inspecteur, il ira souvent chercher ce document-là. Moi, je vais vous dire que ce n'est pas le seul document, mais ça sera quand même quelque chose de pratique à utiliser. On va rentrer... Ah non, pardon, je suis désolé, je vais boire un peu parce que sinon, je ne vais plus avoir de voix dans une heure. Oui, pour ceux qui se posent la question, c'est du thé et je bois le thé par demi-litre. Voilà. On prend un exemple, un premier exemple qui est un exemple dans lequel je vous disais j'ai ma carte transport et je vais la positionner sur ma première facture. Donc si je dessine, je redessine mon schéma, je sais que j'ai A qui vont à B, qui vont à C, qui vont à D, un flux physique direct et mes trois factures. Jusque-là, rien de nouveau, c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Et là, je vous donne un élément d'information. Je vous dis que le transport est lié à la transaction numéro 1, donc la facture 1. Ça sous-entend que le transport est pris en charge par A ou par B. Donc, ça sous-entend que si je creuse un peu, A a reçu une facture du transporteur, donc il est capable de la présenter à un inspecteur des impôts, ou alors, si c'est B qui a pris en charge le transport, pareil, B a une facture de transport à son nom qu'il est capable de présenter en cas de contrôle fiscal. Ça sous-entend que si je pose ma carte transport sur la facture 1, je peux aussi tracer une frontière. Et ça va être l'élément vraiment fondamental de tout ce raisonnement. Parce que cette frontière va me permettre de dire ce qui se passe à gauche de la frontière a lieu dans l'État membre 1, ce qui se passe à droite de cette frontière a lieu dans l'État membre 4. Si je fais un dessin un petit peu plus complet, le carré bleu, c'est l'État membre 1, le carré vert, c'est l'État membre 4. Et là, tout de suite, en ayant dessiné, on s'aperçoit que B et C se retrouvent dans l'État membre 4. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être établis dans l'État membre 4 du tout. Ça veut dire qu'ils vont avoir très probablement quelque chose à déclarer dans l'État membre 4. Pourquoi? Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. La TVA, c'est quelque chose de très opérationnel, très concret.
et de très physique, en tout cas sur tout ce qui est livraison de biens. Donc, le lieu où je vais avoir une TVA à collecter, déclarer, c'est le lieu où se trouve mon bien. Le bien, il se trouve soit dans l'état membre 1 au moment du départ, soit dans l'état membre 4 au moment de l'arrivée. Jamais mon bien n'a touché le territoire de l'état membre 2, de l'état membre 3. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce genre de schéma, parce que ça va nous permettre assez rapidement de visualiser que j'ai quelque chose dans le pays de départ, j'ai quelque chose dans le pays d'arrivée, et toute la question, c'est où est-ce que je mets ma frontière? Parce qu'en fonction du positionnement de ma frontière, je sais que mes deux intermédiaires vont se retrouver d'un côté, état d'arrivée, ou de l'autre, pays de départ. Quelles sont les conséquences de ce raisonnement? Alors là, je les ai toutes mis, mais je vais vous les énumérer, on va les faire dans l'ordre. Hein. On a dit que A fait une livraison avec transport. Vous vous rappelez, j'ai dit que je pose mon transport sur la facture 1 parce que soit c'est A qui fait le transport, soit c'est B qui fait le transport. Dans ce cas-là, A fait une livraison de biens avec transport. Je vous passe toutes les règles, mais ça veut dire que dans le pays de départ, il fait une livraison de biens exonérée de TVA parce que le bien quitte le territoire de l'État membre 1 vers un autre pays de l'Union européenne. Donc on a un transport intercommunautaire. Et deuxièmement, il va demander à B de lui fournir un numéro de TVA, son numéro de TVA. Alors, idéalement, dans le pays d'arrivée, donc l'État membre 4, si B ne s'est pas immatriculé dans le pays d'arrivée, B va forcément fournir son numéro de TVA de l'État membre 2. D'accord? B, normalement, réalise une AIC, donc une acquisition intracommunautaire taxable, dans l'État membre d'arrivée. Et là, pour ceux qui sont déjà un tout petit peu sensibilisés aux obligations de TVA, si je réalise une acquisition intracommunautaire dans un État membre, il faut que j'ai un numéro de TVA dans cet État membre. Ça veut dire que B doit s'immatriculer à la TVA dans l'État membre 4. Donc là, déjà, je commence à poser une difficulté. Ensuite, B va faire une vente à C. Cette vente est une livraison de biens, mais ma carte de transport, je l'ai déjà utilisée. Donc forcément, ma facture 2, c'est une livraison de biens sans transport. Les livraisons de biens sans transport sont taxables là où se trouve le bien au moment du transfert de propriété. Là, le bien, il est déjà dans l'État membre 4. C'est-à-dire que B fait une livraison de biens sur un bien qui se situe dans l'État membre 4. Donc B fait une vente dans l'État membre 4. A priori, B devra facturer de la TVA de l'État membre 4. C va faire pareil. C va faire une vente. Pas de transport parce que ma carte de transport, je l'ai déjà utilisée. Donc forcément, C se retrouve à faire une vente dans l'État membre 4 et devoir facturer probablement la TVA de l'État membre 4. Donc, dans cette transaction en chaîne qui a l'air toute simple et toute bête, le simple fait d'avoir fait ce jeu de qualification, de dire est-ce que je fais une vente avec transport ou pas? Donc ma facture 1, oui, c'est une vente avec transport. Les conséquences, je les ai présentées. Ma facture 2, non, c'est une vente sans transport, une livraison sans transport. Je vous ai présenté les conséquences. Pareil pour la facture 3. Ça a l'air tout bête comme ça, quand on pose le schéma au début, mais tout de suite, quand je vous annonce que B et C ont des obligations dans l'État membre d'arrivée, là, ça prend tout son sens. Et c'est ça que je veux faire passer comme message, c'est que dans ce genre de chaîne de transactions, si on n'analyse pas les choses en amont, avant que ça ait lieu, si vous êtes B ou que vous êtes C, vous allez probablement vous retrouver avec des obligations déclaratives, alors, en l'occurrence dans l'État membre d'arrivée, mais on va voir juste après que ça peut être dans l'État membre de départ. En tout cas, des obligations qui ne sont pas dans votre État membre. Ce qui génère forcément une charge financière, déclarative, etc. etc. D'accord? On prend toujours une chaîne, mais cette fois-ci, je vous donne l'information que le transport est lié à la transaction numéro 3. Ça sous-entend que le transport va être pris en charge par C ou par D. D'accord? Du coup, je pose ma frontière.
Ma frontière correspondrait, si on était sur un jeu de plateau, à je pose ma carte transport. Hein. Voilà, ça revient à peu près à ça. Et je vous ai dit, une fois que j'ai posé ma frontière, tout ce qui a lieu avant a lieu dans l'État membre de départ, tout ce qui a lieu après a lieu dans l'État membre d'arrivée. Donc, je dessine les pays. Carré bleu, c'est l'État membre 1. Carré vert, c'est l'État membre 4. Je vous propose, pour que ça soit un tout petit peu plus concret, qu'on prenne des pays. État membre 1, on peut mettre, c'est bleu, on va mettre France. État membre 2, c'est rouge, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Portugal, par exemple. État membre 3, c'est orange, Pays-Bas. Et État membre 4, le vert, l'Allemagne, hein, parce que voilà, c'est comme ça. Donc France, Portugal, Pays-Bas, Allemagne. D'accord. Alors je sais que B, portugais, va se retrouver avec des obligations déclaratives en France. Hein. Et je sais que C, néerlandais, va également se retrouver avec des obligations déclaratives en France. Parce que si je déroule un petit peu le raisonnement que j'ai tenu juste avant, A, société française, fait une livraison de biens, mais sans transport. Parce que A ne paye pas le transport, B ne paye pas le transport. Donc A, qui fait une livraison de biens sans transport en France, doit taxer cette vente là où se trouve le bien au moment du transfert de propriété à B. Le bien n'a pas encore été transporté, donc c'est forcément un transfert de propriété en France. Donc A va devoir facturer de la TVA française à B. B va se retrouver avec des factures d'achat avec TVA française et va se dire « je veux récupérer cette TVA ». Donc il va faire une demande de remboursement de TVA auprès de l'administration fiscale française et l'administration fiscale française qui reçoit cette demande de remboursement va dire à la société B, vous avez acheté des biens en France, je n'ai pas de problème avec ça, néanmoins, expliquez-moi ce que vous avez fait de ces biens par la suite. B va s'empresser de répondre, j'ai revendu les biens à la société C. L'administration fiscale française lui demandera, très bien, vous avez revendu à C, donc expliquez-moi s'il y a eu un transport ou pas. Sous-titre, est-ce que vous, société B, avez payé un transport ou est-ce que la société C, qui est votre client, a payé un transport? Si la réponse est négative, elle le sera, puisqu'on a vu que ce n'est pas B qui prend en charge le transport, a priori, peut-être C, on va voir ça après. C'est forcément une opération locale. Là, l'administration fiscale française rejettera la demande de remboursement en disant à la société B que la société B aurait dû s'immatriculer à la TVA en France pour déclarer une vente à la société C et une vente avec TVA française. C va se retrouver exactement dans la même situation. C va recevoir une facture avec TVA française, va évidemment demander son remboursement auprès de l'administration fiscale française. L'administration fiscale française qui va poser des questions. Et là, C va dire, moi, j'ai livré la marchandise à la société D qui se trouve en Allemagne. Et l'administration française lui dira, très bien, mais je rejette votre demande de remboursement. Vous auriez dû vous immatriculer à la TVA en France pour déclarer une livraison intracommunautaire exonérée de TVA. Vous voyez, j'ai pris le même exemple, mais déjà j'ai mis des pays et j'ai commencé à vous parler de toute la procédure qui va aller avec. Ce qui va se passer sur le terrain. Pourquoi ça va poser problème? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, oui, on ne va pas s'embêter, on va faire comme si de rien n'était, A va facturer sans TVA, B aussi, C aussi, et puis D se débrouille dans le pays d'arrivée. Oui, mais si on fait ça, A se retrouve en risque, B aussi, C aussi. Donc, je vous ai montré ce qui se passe Enfin, moi, c'est ce que je gère tous les jours. J'ai des gens qui viennent me voir en me disant, j'ai un fournisseur qui m'a facturé de la TVA de son pays et je veux la récupérer. Avant, je vais poser plein de questions pour savoir déjà qui est intervenu dans la chaîne, s'il y a une chaîne, et puis qui a pris en charge le transport. Et je déroule tout ce processus pour savoir qui avait le droit de faire quoi, est-ce qu'il est normal qu'il y ait de la TVA à un endroit ou à un autre, et comment récupérer cette TVA. D'accord? Donc là, A fait une vente locale à B parce qu'il n'y a pas de transport. B fait une vente locale à C parce qu'il n'y a pas de transport non plus. Ces deux ventes ont lieu dans le pays de départ, donc l'État membre 1 ou la France dans l'exemple. Et C, par contre,
qui a payé le transport, ou alors c'est D qui a payé le transport. C, lui, fait une livraison intracommunautaire. Il a le droit de faire une facture sans TVA, mais il doit faire cette facture sous un numéro de TVA français ou de l'État membre 1. Pourquoi? Parce qu'il va devoir déjà justifier dans une déclaration de TVA qu'il a fait cette opération exonérée. Et ensuite, il va devoir déclarer ça dans une déclaration intrastat. En l'occurrence, en France, ce sera une DEB expédition pour que l'administration fiscale française puisse contrôler tout ça. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais il y a des seuils. Ça se trouve, il n'a pas besoin de déposer de DEB parce qu'il est en dessous du seuil de 460 000. Oui, mais alors les seuils ne fonctionnent pas toujours. Pardon. Les seuils ne fonctionnent pas toujours, ça dépend des pays. Ça ne marche pas toujours, ça marche dans un sens, mais pas forcément dans l'autre. Et puis moi, je prévois le cas le pire, évidemment, hein, pour vous dire tout ce qui pourrait bloquer. Très bien. Je regarde rapidement, il n'y a pas de questions pour l'instant. Alors, il y avait une question, mais je pense que vous y avez répondu concernant la DEB, justement. Donc, la DEB, en principe, elle est liée par rapport à une facturation hors taxe. Donc, Oui. voilà, elle ne concernera que deux des acteurs dans cette chaîne. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Dans Madame cet exemple-là, par exemple. C'est bon pour vous? C'est clair pour vous, Madame Lindenberg, pardon? Vous me dites hein, si c'est pas bon. Vous n'hésitez pas à reposer une question. Merci. Parfait. Oui, effectivement, en fait, pourquoi il est important de remplir ses obligations en bonne et due forme? C'est souvent que le côté déclaratif va être très contraignant. Et la TVA est plutôt bien faite pour les États, en ce que si A facture de la TVA à B, B va chercher à récupérer cette TVA. Et pareil pour C, et pareil pour D. Hein. C'est toujours un jeu de vase communicant. C'est un fournisseur facture de la TVA, le client veut la récupérer. Et pour la récupérer, le client, B en l'occurrence là, doit être en bonne conformité déclarative. Et pareil pour C. Vous voyez, c'est cette chaîne d'obligations déclaratives où je déclare des plus et des moins. Pour bien déclarer ma TVA collectée et ma TVA déductible, je dois remplir mes obligations déclaratives correctement, proprement. Et c'est ça qui fait que s'il y a un maillon qui saute dans la chaîne, il y a forcément quelqu'un, une des sociétés dans la chaîne, qui va se retrouver lésée, qui va se retrouver avec de la TVA qu'elle ne peut pas déduire ou qu'elle n'arrive pas à récupérer. Hein. Donc c'est vraiment un jeu de contraintes, en miroir entre un vendeur et un acheteur et qu'on va décliner tout au long de la chaîne. Hein. Bon, les conséquences, là, je vous les ai déjà résumées. Hein. A doit facturer de la TVA française à B, B doit facturer de la TVA française à C, C doit facturer hors taxe, parce que c'est une LIC, une livraison intracommunautaire exonérée. Mais pour ça, il doit avoir un numéro français. Hein. Et D, pour lui, là, c'est le cas le plus simple pour le client final. D, allemand, reçoit la marchandise, déclare une acquisition intracommunautaire dans l'État membre 4, l'Allemagne, selon l'exemple que l'on a pris. Voilà. Alors, vous avez tous, enfin tous, non, peut-être pas, mais on a parlé des quick fix pendant divers ateliers, diverses réunions. Je vais parler que de deux des quick fix. Alors, les quick fix, qu'est-ce que c'est? C'est des actions de la commission qui a cherché à apporter des solutions rapides, quick fixes, à un certain nombre de problèmes rencontrés au niveau de toute l'Union européenne sur 4 sujets. Je passe sur les 2 autres. On va se concentrer sur les sujets qui parlent de tout ce qui est livraison, acquisition intracommunautaire. Et on va revenir un peu là-dessus parce que vous verrez que ça fait partie des conditions de forme et de fond pour bien savoir comment on doit traiter ces opérations. Alors, je vous demande juste un instant, je décale un peu les vignettes pour voir la slide un petit peu mieux. Alors, c'était sur les opérations triangulaires qu'il y a eu une sorte de simplification. Alors, les triangulaires, vous en avez peut-être entendu parler,
Mais les opérations triangulaires ne sont ni plus ni moins qu'une transaction en chaîne avec 3 parties, A, B et C. D'accord? Et on a toujours le même raisonnement de savoir qui fait le transport. Si je décrète que c'est A qui fait le transport, je peux poser ma carte transport sur la facture 1 et je déroule exactement le même raisonnement que celui qu'on a déroulé tout à l'heure. Tout ce qui se passe avant la frontière a lieu dans l'état membre de départ. Tout ce qui se passe après la frontière a lieu dans l'état membre d'arrivée. Donc, en l'occurrence, ici, l'état membre 3. Ça veut dire que mon intermédiaire B, comme on a vu tout à l'heure, se retrouve avec des obligations déclaratives dans l'état membre 3. B va très certainement devoir s'immatriculer dans l'état membre 3 et y déposer des déclarations de TVA et des DEB ou des intrastats. Je fais exactement le même raisonnement, mais mon transport est pris en charge par C. Ça veut dire que je pose ma carte transport sur la facture numéro 2. Et de la même manière, tout ce qui se passe avant ma frontière a lieu dans l'état membre de départ. Tout ce qui se passe après a lieu dans l'état membre d'arrivée. B, cette fois-ci, se retrouve avec des obligations déclaratives dans l'état membre 1. Normalement, rien de nouveau, ça n'est que une autre manière de regarder les chaînes par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Mais c'est pour vous montrer qu'une triangulaire, ça n'est ni plus ni moins qu'une transaction en chaîne. Après, pour ceux qui connaissent un tout petit peu, on a une simplification. Une simplification qui vise à dire, dans un certain nombre de cas, avec des critères bien précis, on va permettre que l'intermédiaire, B, ne s'immatricule pas. Alors, cette simplification ne marche que lorsqu'il serait obligé de s'immatriculer dans le pays d'arrivée. Donc, si je remonte, ça veut dire que ça ne couvre que le premier cas. Le deuxième cas, lui, n'est pas couvert par la simplification. D'accord? Alors, soit, solution facile, c'est A qui gère le transport. C'est A qui paye le transport. On est dans le schéma que je vous ai dessiné ici. Si on est dans ce schéma, hop, on peut aller chercher la simplification tout de suite sans se poser plus de questions. Là où ça va être plus compliqué, c'est si c'est B qui fait le transport. Si B prend en charge le transport, B peut décider d'affecter ce transport soit à son achat, soit à sa vente. Avant, on n'avait pas vraiment de critères pour savoir comment B a décidé de faire les choses. Alors, on disait, il faut aller voir le contrat, il faut aller voir le bon de commande, il faut aller voir les incoterms. Et puis, on commençait à avoir des discussions interminables avec les administrations fiscales dans le pays de départ ou dans le pays d'arrivée. Parce que chaque État membre de l'Union européenne y va de son petit commentaire, de sa manière de regarder les choses, de sa manière de gérer la lecture du contrat. Et on avait des grosses incertitudes. Et régulièrement, on se retrouvait avec B qui est ballotté entre l'État membre de départ qui dit « c'est chez moi que je taxe » et l'État membre d'arrivée qui dit « non, non, c'est chez moi qu'on taxe ». Voilà, donc on se retrouvait avec des situations ubuesques de double taxation, en tout cas d'une insécurité juridique pour cet intermédiaire qui prend en charge un transport. Donc, on a une réforme, et nous maintenant, on a un nouvel article 36A de la directive TVA. Alors, la directive TVA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le texte qui, au niveau de toute l'Union européenne, fixe un cadre commun au régime de TVA. Et après, chaque État transpose cette directive dans son droit. Donc, pour nous, c'est le Code général des impôts. Et vous imaginez bien qu'à chaque transposition, il y a forcément une petite déperdition d'information ou d'interprétation. Là, justement, on avait un sujet où il y avait une zone de flou, une zone grise, et la Commission européenne, suite à plusieurs sollicitations de plein de gens, même des États membres eux-mêmes, la Commission s'est dit, là, il faut qu'on apporte une solution rapide à ce problème-là. Et elle nous a proposé une solution assez simple, c'est de dire, quand le transport est pris en charge par l'intermédiaire, on va considérer par défaut qu'il affecte ce transport à son achat. Je repose mon schéma, et ça veut dire que quand je regarde et j'analyse les contrats, etc., je me rends compte que c'est B qui prend en charge le transport. Normalement, par principe, je pose ma frontière ici, sur la première facture. Je dessine les états, ça me dit A fait une livraison intracommunautaire dans le pays de départ, B fait une acquisition intracommunautaire dans le pays d'arrivée. Si je m'arrête là, ça veut dire que B doit s'immatriculer
à la TVA dans le pays d'arrivée. D'accord? Mais je vous ai dit tout à l'heure, si je suis dans ce schéma-là, où B aurait une obligation de s'immatriculer dans le pays d'arrivée, là, je peux aller regarder si je n'ai pas une triangulaire simplifiée. En fait, en mettant comme principe que B affecte son transport à cette première opération et qu'on se retrouve dans cette configuration-là, ça veut dire qu'on va faire en sorte que, dans la majorité des cas, la triangulaire simplifiée puisse s'appliquer. On va revenir dessus tout à l'heure. Par dérogation, si B le souhaite, B peut affecter le transport, non pas à l'achat, mais à la revente. Ça veut dire que si je trace ce schéma, je pose ma frontière ici, et quand je dessine mes pays, ça donne ça. Ça veut dire que B se retrouve avec des obligations déclaratives dans le pays de départ. D'accord? Donc B doit s'immatriculer dans le pays de départ, tout simplement. Comment est-ce que B va matérialiser tout ça? En fait, tout va se jouer sur le numéro de TVA que B communique au fournisseur A. Soit B ne fournit pas de numéro vraiment, ou fournit son numéro de TVA dans l'État membre d'arrivée, ou même fournit son numéro de TVA dans son pays d'établissement. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, on a dit A, il est français, B est portugais, C est allemand. Si B donne son numéro portugais à A fait une livraison intracommunautaire, pas de souci, mais il est forcément dans cette situation d'affectation du transport à cette transaction. Pardon. Si B, en revanche, donne un numéro de TVA français à A doit comprendre que B a décidé que A ferait une vente sans transport et que B affecterait le transport à sa revente. D'accord? Donc tout va se jouer sur le numéro de TVA que B décide de communiquer à A. Soit B a déjà un numéro de TVA en France, il le communique à A, ça sous-entend qu'il demande à A de le facturer avec TVA française, dans une transaction purement locale. Soit B décide de donner à A un numéro de TVA autre que français, et là, ça sous-entend qu'il donne la consigne à A de le facturer sans TVA, et B va se débrouiller dans le pays de départ, ou alors il va mettre en place une triangulaire simplifiée. J'ai une question, Alexandre. Oui. Une fausse triangulaire dans le cas d'un Français qui a alors, il a un client aussi en Belgique. Ouais, il a un client en France, mais il livre en Belgique. Donc, il a un client en France. A est une société française, voilà. B est une société française aussi. Oui. Et on sait qu'il y a un client derrière, oui. qui en l'occurrence sera belge. Et c'est A aussi qui prend en charge le transport, qui paie le transport. Eh ben, dans ce cas-là, on est dans ce cas. Non, ben voilà. Si A prend en charge le transport, la carte transport, on est obligé de la mettre ici, sur la facture 1. Ça veut dire que c'est forcément A qui fait une livraison intracommunautaire à B, et B, qui est français aussi, réalise une acquisition intracommunautaire dans le pays d'arrivée, c'est-à-dire en Belgique. B est censé s'immatriculer à la TVA en Belgique. Et ensuite, faire une vente locale en Belgique. Alors, prenons un cas relativement simple. C'est une société belge établie en Belgique avec un numéro de TVA belge. Là, justement, ça me permet de rebondir. C'est un très bon exemple parce que ça va me permettre de montrer que, normalement, la facture 2 devrait comporter de la TVA belge. Hein, parce que c'est une vente de biens sans transport. On taxe là où se trouve le bien au moment de la vente, c'est-à-dire le bien est déjà arrivé puisque le transport a eu lieu, le bien est déjà en Belgique. On taxe en Belgique. Théoriquement, B devrait facturer de la TVA belge à C. Il se trouve que la Belgique a un régime qui dit que quand une société non belge, donc étrangère, comme c'est le cas ici, société française ici, facture une livraison de biens, ça marche aussi avec les prestations de services, mais on va rester sur la livraison de biens, à une société C qui est établie et immatriculée à la TVA en Belgique, B va utiliser le régime d'auto-liquidation ou d'inversion du redevable. B va facturer sans TVA la société C. Et toute la question va être de savoir si B peut bénéficier d'une simplification qui lui éviterait de s'immatriculer en Belgique.
je peux vous dire qu'il n'y en a pas. Là, si on reste sur ce schéma-là, B doit s'immatriculer à la TVA en Belgique pour déclarer ici une acquisition intracommunautaire et ici une vente locale soumise à autoliquidation. Et donc, vous voyez que c'est un peu lourd quand même. Et justement, si B n'a pas d'immatriculation en Belgique, eh ben, malheureusement, A ne sera pas en mesure d'exonérer sa facture. A n'aura pas d'autre choix que de facturer de la TVA française à B. Et B, alors je sais ce qui va se passer dans la réalité. Dans la vraie vie, ce qui va se passer, c'est que B va déduire la TVA facturée par A. En fait, B va considérer qu'il est dans cette situation-là. Dans le deuxième cas. B va se dire, A me facture de la TVA française, je la déduis dans ma déclaration de TVA française, et moi, B, je déclare une livraison intracommunautaire vers C qui va se débrouiller en Belgique pour déclarer l'arrivée et l'acquisition intracommunautaire en Belgique. Si B applique ce schéma-là, alors que le transport n'a été pris en charge ni par B ni par C, en cas de contrôle fiscal de B, un inspecteur français, en l'occurrence, aurait le droit de dire société B, comme vous ne me prouvez pas que vous avez pris en charge le transport ou que votre client est venu chercher la marchandise, vous n'avez forcément, si l'inspecteur refait toute la chaîne, l'inspecteur va dire A faisait une livraison intracommunautaire qu'il aurait dû exonérer, qu'il n'a pas pu exonérer pour des conditions de fond et de forme, mais à cause d'un défaut de la part de B. Donc B n'a aucun droit à déduction de cette TVA française. Et qui plus est, B qui a déclaré une livraison intracommunautaire ici, n'était pas autorisé à l'exonérer puisque B ne dispose pas de preuve de transport en son nom ou au nom du client. Donc, si je comprends bien, la position de B dans le cas qu'on expose français, elle est très risquée. Dangereuse, du coup, quand on est dans cette position de B, là. Tout à fait. Elle est dangereuse. Ça veut dire que, pour parler de manière très concrète, ça veut dire qu'on va se reposer sur la capacité, déjà, est-ce qu'il va y avoir un contrôle fiscal ou pas? Bon, on peut se dire il n'y aura pas de contrôle. S'il y a un contrôle, c'est un peu une roulette russe, c'est de se demander est-ce que je vais tomber sur un inspecteur qui connaît bien ces régimes-là et qui va du coup aller détricoter la chaîne de transactions et requalifier chaque opération pour pouvoir dire là c'est déductible ou ça ne l'est pas, là vous auriez dû déclarer comme ça et vous avez fait autrement. C'est sans remettre au hasard de la sagacité de l'inspecteur à qui vous aurez affaire. Parce que dans la vraie vie, le schéma que vous m'avez décrit là, je vois très souvent que on va dire oui, mais enfin bon, c'est pas très grave, on est entre sociétés françaises, ça se verra pas, donc on va traiter ça comme ça. Une opération locale ici, B déduit la TVA et B déclare une livraison intracommunautaire. Et puis A, qui, s'il est plutôt bienveillant, va fournir la preuve de transport à B, comme ça B aura, en cas de contrôle, un CMR ou autre chose à montrer pour dire si, il y a eu un transport, tout va bien. Honnêtement, ce genre d'opération peut ne pas être repéré par un inspecteur parce que si l'inspecteur ne regarde pas en détail, ça peut ne pas être vu. Néanmoins, s'il le voit, ça va faire mal tout de suite. Parce que B va avoir un rejet de tout son droit à déduction. Ça veut dire, si on est sur des biens soumis à 20%, vous prenez un redressement de 20% sur ce qui a été déduit. Donc ça fait vite des montants, enfin ça dépend de quoi on parle après, mais ça peut vite faire des montants importants. Donc oui, c'est une situation de risque. Après, j'essaie toujours de vous montrer la réalité, la pratique, et puis quel est le risque, quelles sont les limites aussi du risque. Parce que on vit tous avec, personne n'est parfait déjà, et on vit tous avec un risque. La question, c'est que vous soyez conscient de ce risque. C'est vraiment l'objectif d'un atelier comme celui-là, c'est de vous sensibiliser, de vous montrer que sur une opération comme ça, qui pourrait paraître assez anodine, il peut y avoir un risque en cas de contrôle. Parce que justement, il y a ce jeu d'affectation du transport qui peut changer du tout au tout l'analyse TVA qu'on fait. Je regarde s'il y a d'autres questions.
Il y en avait une à laquelle j'ai répondu. Vous me dites, Alexandre, je pensais que la mesure de simplification pour une opération triangulaire concernait les transactions pour 3 opérateurs immatriculés dans 3 États membres différents, dans lesquels l'intermédiaire n'est justement immatriculé ni dans le pays de départ, ni dans celui d'arrivée. Donc oui, c'est prévu, mais Tout à fait. il faut bien un Tout à fait. flux précis de factures et de transport. Ça ne marche que dans ce cadre-là, dans cette première opération où j'ai affecté mon transport à la première facture. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'effectivement, nous ayons 3 assujettis A, B, C qui sont immatriculés dans 3 États membres différents. Alors, ça veut dire que si B est en fait une société française ou une société allemande, mais que B utilise un numéro, j'en sais rien, néerlandais, ça peut fonctionner aussi, ça dépend des pays, attention. Là encore, hein, il y a l'article 141 de la directive et puis il a parfois été transposé de manière différente dans tous les pays. Alors, il faut qu'il y ait un transport direct de A vers C et il faut que B ne soit immatriculé. Alors, certainement pas dans le pays d'arrivée. Ça, c'est pas possible parce que c'est toute la simplification. La simplification, elle vise à ce que B n'ait pas besoin de s'immatriculer dans l'État membre d'arrivée. Donc, si B est déjà immatriculé dans le pays d'arrivée, la simplification n'a aucun sens. Et certains pays exigent aussi, c'est une des lectures de la directive et du coup, c'est une des transpositions qui est la plus courante d'ailleurs, il ne faut pas que B soit immatriculé dans le pays de départ. Cette condition-là, de l'immatriculation dans le pays de départ, elle n'existe pas dans certains pays. Voilà. Il y a certains pays qui vont vous dire, moi, que B soit immatriculé dans le pays de départ ou pas, ça n'a aucun impact. Voilà. Mais effectivement, tous les critères que vous avez décrits, ce sont les critères de la triangulaire simplifiée, qui n'est pas ce que je décris ici. Ici, je décris bien la triangulaire non simplifiée, où B se retrouve à devoir s'immatriculer dans l'État membre d'arrivée. D'accord? C'est juste que si je suis dans ce cadre-là, je vais aller regarder si je remplis les critères de la simplification ou pas. Dans l'exemple qu'on a donné, où A est français, B est français, C est belge, si je vais chercher si je qualifie l'opération comme ça, et c'est comme ça qu'elle devrait l'être, puisque c'est A qui gère le transport. Là, je vais aller regarder mes critères de simplification, non pas en France, mais en Belgique. Est-ce que la Belgique met un obstacle à ce que B soit immatriculé à la TVA dans l'État membre A, la France par exemple? En l'occurrence, non. Toutefois, il faudra que B dispose d'un numéro de TVA dans un autre pays pour que ça fonctionne. Donc, si B est français aussi, il ne faut pas qu'il présente son numéro français. Ça ne marchera pas. S'il présente son numéro français, de toute façon, A ne pourra pas exonérer sa facture. Donc, B se retrouvera de toute façon dans la situation qu'on a décrite tout à l'heure. On revient à ce problème-là. Pardon, est-ce que ça répond à la question posée? Je pense que oui. N'hésitez pas. Alors, il y avait également la question de et si est-ce que l'article 141 de la directive, donc la triangulaire simplifiée, permet d'éviter à B de s'immatriculer dans le pays de destination? Tout à fait, c'est ce que je viens de dire là. Mais attention, il faut que B dispose d'un numéro de TVA, enfin présente un numéro de TVA autre que français. Ah oui, d'accord. Sinon, ça ne marche plus. Parce que je rappelle les conditions pour que A fasse une livraison intracommunautaire exonérée. Il faut qu'il y ait un transport, donc ça, oui, ok, d'accord. Mais il faut que le client, qui est B, présente un numéro de TVA autre que dans celui du pays de départ. Donc, autre que français, dans l'exemple qu'on prend. Si B est une société française, elle aura forcément un numéro de TVA français, c'est formidable, mais ça ne va pas nous aider. Il faut que B ait un numéro de TVA, idéalement dans le pays d'arrivée, donc belge, ou si B a un numéro de TVA néerlandais, parce que pour plein d'autres raisons, il a des activités aux Pays-Bas, formidable. Ça veut dire que A fait une facture sans TVA en utilisant le numéro de TVA néerlandais de B, et B va utiliser ce numéro néerlandais pour déclarer une triangulaire simplifiée vers C, qui lui va déclarer l'acquisition intracommunautaire en Belgique. Alors là, je vois qu'il y a d'autres commentaires. Du coup, pour chaque flux, la société B doit faire appel à un numéro de TVA dans chaque pays de livraison.
Alors, c'est l'écueil, c'est le problème. C'est exactement ça. C'est que B va alors attention, si le transport est fait par A ou que le transport est fait par B, B va vite se retrouver à devoir s'immatriculer dans chacun des pays d'arrivée. C'est pour ça que dans un cas comme celui-ci où le schéma de base, c'est A fait le transport, donc du coup B se retrouve un peu embêté, soit B va tout simplement avoir un numéro de TVA ailleurs et va l'utiliser et faire des triangulaires simplifiés. Et du coup, dans l'exemple que j'avais pris, B aurait un numéro de TVA néerlandais, par exemple. B utilise ce numéro de TVA néerlandais et ça lui permettra de faire des livraisons vers des clients dans des États membres 3. Alors, ça peut être Allemagne ou Belgique ou peu importe, autant d'États membres que l'on veut. Mais ça sous-entend que B doit déjà avoir un numéro de TVA dans un autre pays. Imaginons que B n'ait qu'un numéro de TVA français. Ce qui va être intéressant, c'est plutôt d'aller sur ce schéma-là. Mais ça sous-entend que le transport ne doit plus être pris en charge par A, mais par B ou par les clients. Donc, vous voyez, c'est le genre de situation où si vous venez me voir et que vous me dites, voilà, moi je suis B, je suis français, j'achète à un Français qui fait le transport et qui me livre en Belgique, je vais vous dire, dans ce cas-là, est-ce que vous avez un autre numéro de TVA dans l'Union européenne? Si vous me répondez non, là, je vais vous dire, ça serait intéressant que ce ne soit plus A qui gère le transport, mais que ce soit vous. C'est-à-dire de changer les données du flux. Alors évidemment, je suis conscient que ce n'est pas toujours faisable, c'est une contrainte commerciale, etc. Mais c'est une des solutions qui permet de simplifier la vie. Hein. C'est en tout cas une option à mettre sur la table. Vous voyez, c'est en changeant l'affectation du transport et en disant mon transport, il n'est plus à ce niveau-là, mais je peux le déplacer à ce niveau-là, et ben, A, Société française, facture de la TVA française à B, B est français, donc ça tombe bien, B va le déduire dans sa déclaration de TVA française, et B va ensuite faire des livraisons intracommunautaires à C, C qui se débrouille dans son pays d'arrivée pour déclarer l'acquisition intracommunautaire. Et là, tout de suite, d'un point de vue déclaratif, c'est beaucoup plus fluide. Alors, donc si mon client, je lis les questions et les interventions, donc si mon client B ne m'a pas donné de numéro TVA belge, je facture avec TVA, tout à fait. Donc qui déclare la vente dans la DEB expédition? C'est B. Alors dans ces cas-là, si vous êtes A, que vous faites une vente avec transport à une autre société française qui ne vous fournit pas un autre numéro de TVA, on va considérer que les conditions pour que ce soit une livraison intracommunautaire ne sont pas remplies. Donc, en tant que société A, vous vous direz, je fais une vente locale en France, point final, je mets de la TVA dessus. B, après, théoriquement, devrait ne pas déduire cette TVA et se retrouver dans une situation financière, j'allais dire critique, non, enfin, en tout cas, il perd cette TVA à l'achat. Et B, non, B n'est pas censé déclarer la livraison intracommunautaire puisque c'est A qui doit la faire. B est censé, de toute façon, faire une vente locale en Belgique, en l'occurrence, et du coup, B n'a même pas de DEB à remplir. B devrait déposer une intrastat belge à l'arrivée. Vous voyez, c'est pas parce que les conditions ne sont pas remplies qu'après, on doit modifier la qualification des opérations. Ça reste une livraison intracommunautaire suivie d'une vente locale. C'est juste que la livraison intracommunautaire ne remplit pas les conditions pour être exonérée de TVA. C'est deux choses différentes. Alors. Ensuite, si c'est C qui fait le transport, là c'est très simple, on est dans le troisième cas. On est dans le troisième cas parce que mon transport, si c'est C qui le prend en charge, je ne peux mettre mon transport que à ce niveau-là. Donc C affecte un transport à son achat, A et B font une opération dans le pays de départ, donc dans l'exemple en France. Enfin, dans notre cas, je suis A, mon fournisseur est B et fait le transport à mon client C. Alors c'est que là, vous changez un petit peu les données de l'équation. Parce que là, le flux n'est plus le même, effectivement. Ouais. Oui, alors pardon. Là, je ne sais pas si vous voyez toujours. J'essaye de voir où est-ce que j'ai fait des commentaires, parce que je les ai affichés en grand et je ne vois plus rien. Voilà, pardon. Donc là, ce que vous êtes en train de décrire, c'est que vous dites je suis A et mon fournisseur c'est B. Oui, non, alors à ce moment-là, vous êtes B
et vous avez un fournisseur A. Ouais. Et le transport est fait par le client C. Donc, ça veut dire que vous êtes dans cette situation-là, où C fait le transport, enfin vient chercher la marchandise chez vous, et forcément, je dois positionner le transport à ce niveau-là. Ça veut dire que vous, B, société française, alors toute la question, c'est est-ce que A est français aussi? Ça, c'est important. On ne sait pas. Donc là, A priori, j'ai l'impression que son fournisseur n'est pas français. Alors, si, prenons le cas d'un fournisseur ici, non, je ne vais pas prendre en anglais. Ouais, pas le bon exemple. Espagnol. Chez nous, en UE, mais bon. Ça marche encore quelques mois, mais pas longtemps. On sait pas A est espagnol, B, c'est vous êtes français, et C est belge, par exemple. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous, société B, vous êtes censé aller vous immatriculer dans le pays de départ, donc on a dit l'Espagne, pour déclarer un achat local en Espagne, ensuite une livraison intracommunautaire vers la Belgique. Donc ça peut être, ça fait partie des cas un peu lourds. Si vous ne voulez pas être dans ce cas-là, à vous de voir si vous ne pouvez pas prendre en charge le transport et vous vous retrouver de nouveau dans ce schéma-là et pouvoir utiliser la triangulaire simplifiée. C'est une option. Alors A est français, donc ça veut dire que, pardon, hein, je réagis parce que la personne a précisé que oui. A, fournisseur est français, là la personne c'est la société B, et on a C qui fait le transport et qui est, mettons en Belgique, peu importe, un autre État. Ça veut dire que A va faire une vente locale à B, donc vous allez acheter avec TVA française, et vous, société B, vous faites une livraison intracommunautaire à C parce que C fait le transport, et du coup, on peut affecter le transport à cette facture-là. On a une dernière question sur les simplifications triangulaires, mais on va peut-être revenir dessus un peu plus tard. Alors, on en a une autre, Alexandre, un peu plus costaud par rapport au stock. Je ne sais pas si vous parlez. Les stocks, ce n'est pas forcément. Non, on ne parle pas des stocks aujourd'hui parce qu'on va rester sur le principe de la chaîne. Ouais. Sinon, alors le problème des stocks, c'est ça aussi, c'est un des quick fix. Hein, c'est un autre, c'est un de ceux dont je ne comptais pas parler. Parce que c'est quand même un peu pointu aussi. Oui, il mérite de passer une bonne demi-heure, 3/4 d'heure pour faire le tour. Voilà. Monsieur Perron, si vous avez vraiment un vrai sujet là-dessus, si vous avez vraiment une configuration, vous travaillez beaucoup avec des stocks dans d'autres États membres, ça vaudrait le coup, je pense, de demander une consultation en dehors, donc à Alexandre Savary, pour peu que vous en ayez aussi au Royaume-Uni, voir comment ça va évoluer. Je pense que, voilà, on peut malheureusement, je suis désolée, on ne peut pas traiter là aujourd'hui, parce que justement, l'idée de nos réunions avec Alexandre Savary, après avoir débuté il y a 3 ans sur des thématiques générales, on duplique maintenant sur des sujets pointus, pour faire que 2 heures, mais sur un sujet pointu. Et c'est vrai qu'on avait abordé un peu les quick fix et notamment les stocks l'année dernière, me semble-t-il, Alexandre. Mais bon, on pourra peut-être en reparler et refaire des réunions là-dessus l'année prochaine, parce que tout le monde ne peut pas être toujours en même temps. Mais en l'occurrence, si vous voulez une réponse rapidement, Monsieur Perron, donc ce serait de voir à part en consultation privée. Voilà. Merci de votre compréhension. Avec plaisir. Alors, je vois qu'il y avait aussi une question sur les modalités déclaratives des opérations triangulaires. Malheureusement, c'est pareil, on n'a pas trop le temps de les traiter aujourd'hui. Mais quand vous êtes dans une opération triangulaire simplifiée, chaque pays a ses modalités déclaratives. Il y en a où ça rentre dans la DEB, dans l'intrastat, mais pas dans la déclaration de TVA. D'autres où c'est dans les 2 déclarations. D'autres, on déclare un flux entrant, un flux sortant. D'autres, c'est qu'un flux sortant avec un certain code. C'est du cas par cas. Et je vais être honnête avec vous, je ne les connais pas tous par cœur. Même le régime français, de mémoire en France, ça va figurer dans la DEB, mais pas dans la déclaration de TVA, me semble-t-il, à vérifier. Pareil, il y a une autre question qui demande si A et C sont français et B est belge, quelles sont les incidences si le transport est réalisé par A? Alors ça dépend parce que ça veut dire que faudrait vraiment voir quel est le pays de destination, parce que c'est ça qui va être le plus important. Si c'est A est français, B est belge, C est français, et que ça part de France mais que ça arrive en France,
on est sur une transaction purement locale. Donc B va faire un achat local et une revente locale. Donc, on est dans une transaction en chaîne, oui, mais elle n'est pas internationale. Elle est dans le même pays. Hein, vraiment, il faut regarder que le transport soit international. Alors, quand je dis international, c'est intracommunautaire. Là, pour les transactions en chaîne qu'on regarde aujourd'hui, on regarde que de l'intracommunautaire. Hein. D'accord. Départ et arrivée en France. Donc, ça se confirme. Donc, ça veut dire que, alors je peux vous donner le traitement là, très rapide. C'est une transaction en chaîne, mais elle est nationale parce que les biens ne quittent pas le territoire, français en l'occurrence, puisque vous me dites A est français, il vend à B qui est belge, qui revend à C qui est français, et c'est livré directement, j'imagine, des locaux de A de France aux locaux de C en France. Donc, A va devoir facturer de la TVA française puisque c'est une opération locale. Il n'y a pas d'exonération parce qu'on n'est pas dans une livraison intracommunautaire. D'accord ? On travaille vraiment sur le flux physique. Et B est belge, d'accord, bah B va se faire facturer avec TVA française. Et il se trouve que quand B va revendre à C, normalement B devrait mettre de la TVA française sur sa facture. Il se trouve qu'en France, on a un régime d'autoliquidation qui veut que quand une société non établie en France facture une société qui a un numéro de TVA français valide, alors là, je vous donne les vraies conditions. Le vendeur n'a pas besoin de facturer la TVA française. C'est le client français qui va autoliquider la TVA française. Donc B, en gros, là, coup de chance, se retrouve dans une situation où il n'aura pas à s'immatriculer en France. Et la TVA française qui lui a été facturée, il pourra la récupérer via une demande de remboursement de TVA qu'il déposera auprès du fisc belge qui le transmettra à l'administration fiscale française. Voilà. Je vous propose qu'on passe à la suite, hein, parce qu'il y a encore pas mal de choses à se dire. Et il est, oui, on a encore un petit peu de temps. Bon, les triangulaires, ça tombe bien, on les a déjà traités. Donc on va pouvoir aller très vite. Hein, mais je refixe les critères. 3 parties, immatriculées dans 3 États membres différents, un seul transport, donc 2 transactions en chaîne. C'est tout ce qu'on a détaillé juste avant. Et l'idée, c'est que un des critères, c'est que, alors oui, je vous mets les premières conséquences, c'est exactement les mêmes schémas que tout à l'heure, que j'ai dessiné autrement, parce que là, je l'ai dessiné sous une forme triangulaire, mais c'est exactement la même chose. Donc, si je dis que le transport est affecté à la première facture, c'est-à-dire que c'est A qui prend le transport ou c'est B qui prend en charge le transport. Vous vous rappelez, B qui décide de donner à A un numéro de TVA autre que celui du pays de départ. Alors, je vais un peu vite, mais je suis obligé parce que sinon on ne va pas arriver à boucler le programme. Mais dans ce cas-là, je pose ma frontière et c'est exactement la même chose que tout à l'heure dans le raisonnement. C'est-à-dire que B se retrouve normalement avec une obligation déclarative dans le pays d'arrivée. Autre cas, si j'affecte mon transport à la facture numéro 2, donc ça veut dire le transport est fait par mon client final C, ou alors par B, qui a décidé de donner à son fournisseur A son numéro de TVA dans l'État membre 1. Je trace ma frontière, je trace mes pays, et je sais que B a quelque chose à déclarer dans l'État membre 1. C'est exactement les mêmes schémas que tout à l'heure. Il se trouve qu'on a le fameux article 141 de la directive que l'on citait juste avant. C'est bien, on a pris un peu d'avance sur le programme, mais c'était bien parce que c'était des exemples concrets que vous donniez. Et cette simplification, l'objectif, c'est que B n'ait pas besoin de s'immatriculer dans l'État membre 3, l'État membre d'arrivée. Ça sous-entend que il y a un certain nombre de critères que vous avez commencé à détailler tout à l'heure, donc là, je les reprends. B n'est identifié à la TVA ni dans l'État membre de départ. Alors, je vous donne les critères en France, pays d'arrivée. Hein, c'est si on était dans ce cadre-là et que ça soit pays de départ, je ne sais pas, Belgique, on a un néerlandais ici et là, c'est la France. Donc, pays d'arrivée France. Je donne les critères de l'article 141 tel qu'il est transposé en France. Il faut que B ne soit pas identifié à la TVA dans l'État membre de départ ou dans l'État membre d'arrivée, donc la France. Il faut que le destinataire final, C, lui, par contre, soit bien identifié à la TVA en France, ce qui est assez logique. Il faut que le transport soit direct entre A et C, et il faut que le transport soit lié à la transaction AB. Donc, je reviendrai dessus, il y a un autre schéma après. Ensuite, il faut que la facture de B à C fasse référence à l'article 141, mais ça, vous connaissez déjà. À partir du moment où on ne met pas de TVA sur sa facture, il faut toujours dire pourquoi.
Donc, en l'occurrence, on sait que ce n'est pas vraiment une livraison intracommunautaire, c'est un truc un peu différent. Donc, là, on va citer le bon article, qui est l'article 141. Et comme on a, voilà, vous voyez, je n'étais pas sûr des modalités déclaratives en France, mais si B était l'intermédiaire, si B est l'intermédiaire, dans sa DEB, l'intrastat qu'il déposera dans son pays, il utilisera un régime 31, qui est le régime des triangulaires simplifiés. Alors attention, parce que c'est effectivement le code régime qui est utilisé dans la plupart des pays. Il y a quelques pays qui ont des codes qui peuvent diverger. J'en ai pas là comme ça en tête, mais ça vaut le coup de vérifier si c'est le cas. En tout cas, si vous vous retrouviez en tant qu'intermédiaire français dans une triangulaire qui part j'en sais rien, d'Irlande pour aller vers l'Allemagne, et que vous êtes B français, sachez que vous utiliserez un code triangulaire de l'article 31, un régime 31. D'accord ? J'en profite pour pour rappeler aussi que nous avons également une fiche sur la DEB avec notamment un lien sur le texte, et il y a des explications très, très claires sur voilà, les différents codes, régimes et nature de la transaction, et également des exemples précis de flux dont vous pouvez aussi vous y retrouver quand vous ne savez plus trop voilà, sur quelles règles de la DEB vous appuyez. Là, je vous ai fait un schéma, on prend un exemple très concret, d'un Italien qui vend à un Allemand qui revend à un Français. La marchandise va directement de l'Italien au client final français. Et je sais, on va le mettre comme ça, que c'est soit A, soit B qui prend en charge le transport. Si c'est B, il a décidé de ne pas donner à A un numéro de TVA italien. D'accord ? En l'occurrence, il lui donne son numéro de TVA allemand. Donc A, lui, va faire une livraison intracommunautaire classique. Il va dire c'est de l'Italie vers la France. Il va facturer sans TVA et il va mettre le numéro de TVA allemand de B dans son intrastat. J'ai mis DEB pour que vous puissiez bien vous repérer. Vous m'entendrez parler souvent d'intrastat parce que c'est comme ça que ça s'appelle dans tous les autres pays et qu'en France, que ça porte un petit nom, exception culturelle. B, allemand, lui, n'aura aucune obligation déclarative en France. Il va, dans son intrastat, utiliser un régime 31 pour dire qu'il envoie de la marchandise vers la France à C, et il facturera à C sans TVA, et C, du coup, verra tout de suite sur sa facture d'achat qui est marqué article 141, donc il saura que c'est normal qu'il ait une DEB avec un code régime 11, provenance Italie, numéro de TVA fournisseur allemand. Parce que normalement, ça doit vous alerter quand vous faites votre DEB et que vous avez un pays d'origine, enfin d'expédition, ou un pays d'arrivée qui ne correspond pas au numéro de TVA de votre fournisseur ou de votre client. Par exemple, j'ai un fournisseur italien et qui me donne son numéro de TVA italien, mais je sais que la marchandise, là, ça doit attirer votre attention, c'est qu'il y a un truc. Idéalement, ça veut dire qu'on est dans une triangulaire. OK ? Je prends la France comme pays intermédiaire, c'est pareil. On a un Belge qui vend, alors ça c'est peut-être le cas qui va vous concerner le plus souvent d'ailleurs, qui vend à une société française et vous revendez à une société autrichienne. On va bien vérifier que le transport soit pris en charge par A, votre fournisseur, ou par vous-même. Attention au numéro de TVA que vous donnez à votre fournisseur belge. Si vous lui donnez un numéro de TVA belge, le fournisseur belge va vous mettre de la TVA belge. Si vous lui donnez votre numéro de TVA français, il vous facturera sans TVA. D'accord ? C'est ce qu'il y a ici. Lui fera son intrastat expédition, normal. Vous n'aurez rien à mettre dans votre déclaration de TVA française. Vous n'aurez qu'à faire votre facture sans TVA. Vous mentionnez bien l'article 141 et vous indiquerez dans votre DEB un régime 31 pour dire j'envoie de la marchandise à un client C en Autriche. D'accord ? Donc vous voyez, c'est pas trop compliqué. Il faut juste bien vérifier que les critères que je vous ai donnés plus haut soient remplis. On a le même cas avec le départ de France, mais ça c'est très simple. Si vous êtes confronté à une situation où vous livrez un client portugais alors que vous savez que ça part en Hongrie, parce que c'est vous qui prenez en charge le transport, ou alors c'est B qui prend en charge le transport, mais vous aurez accès à l'information.
C'est très simple, hein. Pour vous, société française, vous savez que c'est transporté, donc le critère du transport est rempli. À partir du moment où B vous donne un numéro de TVA autre que français, pour vous, les critères de la livraison intracommunautaire exonérée sont remplis, pas de problème. Vous faites une livraison intracommunautaire classique. Ça, c'est ce que je vous ai dit juste avant, hein. Il y a des pays qui exigent que B ne soit pas immatriculé dans le pays d'arrivée, ce qui est quand même, pour moi, la base. Certains exigent qu'il n'y ait pas d'immatriculation dans le pays de départ, donc la France fait partie de ces pays-là. D'autres sont plus souples, vous avez la liste en bas, et d'autres sont plus souples et admettent que l'intermédiaire soit immatriculé dans le pays de départ ou d'arrivée. Bon, d'arrivée, pour moi, ça perd complètement son sens, mais ça peut arriver. On est même un peu en avance. Mais oui, dis donc. On est même un peu en avance. On a traité là de ce qui est presque, enfin en tout cas d'un point de vue logique, pas d'un point de vue juridique, hein, mais d'un point de vue de la logique, une des choses les plus compliquées à traiter. Pourquoi? Parce que très vite, on va avoir en tant qu'intermédiaire, hein, j'achète, je revends et hop, ça ne se passe pas dans mon pays. Très vite, je vais me retrouver avec des obligations supplémentaires. C'est ce que je vous disais dès le départ. Honnêtement, ça, c'est une chose. J'ai essayé de vous montrer qu'on peut essayer de trouver des portes de sortie. Les portes de sortie, souvent, ça va être de se dire, là, on vient de passer 1h30 à jouer avec la carte transport, hein, à essayer de se dire, je dessine, puis où est-ce que je mets mon transport? Justement, c'est là-dessus qu'il va falloir essayer de jouer. C'est de se dire, tiens, le schéma que j'avais prévu au départ, c'était mon fournisseur qui faisait le transport. Ou alors non, c'était mon client qui faisait le transport. Est-ce qu'il est possible de voir avec les personnes qui, elles, sont chargées de soit d'acheter, soit de commercialiser les produits, ou en tout cas de penser le projet, de voir avec eux si on a cette marge de manœuvre que de réaffecter le transport. C'est-à-dire se dire, tiens, le transport, il était à gauche, je vais le mettre à droite, ou inverse. Rien qu'en changeant ça, on peut changer vraiment beaucoup de choses. Après, je ne vais pas cacher que quand on est en dehors des triangulaires, tout de suite, ça va être compliqué d'échapper à une obligation déclarative dans un autre pays que le sien. Ça va être vraiment compliqué. Les options de sortie, il n'y en a pas 50. Soit on enlève les intermédiaires. J'ai des clients comme ça qui ont une approche groupe où ils vont se dire, voilà, moi j'ai une entité du groupe qui est l'acheteuse, qui est la centrale d'achat, et je vais avoir une entité centrale qui va, elle, porter le chiffre d'affaires et le bénéfice, et je vais avoir ensuite une autre entité qui est distributrice. Et à ça, on va rajouter un fournisseur en amont et un client final en aval. Effectivement, si j'en suis à me dire j'ai 3 entités intra-groupes que je suis obligé de placer au milieu, est-ce qu'il n'est pas opportun d'enlever une, voire 2 de ces sociétés? Et c'est là qu'on va se heurter aussi à d'autres sujets. On va me dire, oui, mais vous regardez ça avec un œil de TViste. Nous, on regarde ça d'un œil business, et d'un œil business, c'est indispensable qu'on ait une entité achat. C'est indispensable qu'on ait une entité distributrice parce qu'elles ont des forces de frappe, des effets de masse, des effets géographiques, hein, des connaissances géographiques. Ça peut être juste que la distributrice porte une marque qui est très bien implantée dans un territoire et on ne peut pas passer par une autre entité du groupe. Voilà. Il y a plein d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte, mais en tout cas, on va se demander si est-ce qu'on peut enlever une entité. Et cette entité, si elle veut prendre une marge dessus, peut-être qu'elle peut facturer une commission. On va se demander aussi si, d'un point de vue logistique, la livraison directe est impérative. Je veux dire, quand j'ai un flux routier qui va faire Espagne-Allemagne, est-ce qu'on ne peut pas se dire, tiens, en fait, le camion va s'arrêter dans nos entrepôts qui sont plus ou moins sur la route, sur le chemin. Et puis comme ça nous permet de faire, au lieu d'avoir une triangulaire ou une transaction en chaîne, de se dire, tiens, au milieu, ça se passe en France, ça tombe bien, c'est chez moi. Hein, de se dire, est-ce que d'un point de vue logistique, le fait que ça transite même une journée ou deux par un entrepôt ne va pas servir, alors je ne vous cache pas que c'est
ça peut être discutable d'un point de vue traitement fiscal. Mais à partir du moment où on a vraiment une rupture de charge logistique avec une vraie stockage, on peut quand même se dire que c'est pas dénué de sens que de faire un arrêt qui certes n'a de vocation que à servir une simplification TVA ou intrastat, mais si ça peut vraiment simplifier la vie d'un ou deux opérateurs intermédiaires et d'éviter qu'ils s'immatriculent en Espagne et en Allemagne, pour l'exemple que j'ai pris, ça peut valoir la peine, même si ça coûte plus cher. Hein. Une immatriculation TVA va forcément coûter plus cher qu'un tout petit détour logistique pour une opération exceptionnelle. Et enfin, dites-vous que moi, je pousse toujours à éviter une immatriculation TVA parce que ça prend du temps, ça prend de l'argent, il faut paramétrer ces outils. Après, si c'est un flux d'envergure, un flux stratégique, un flux sur lequel on gagne vraiment de l'argent, parfois, il vaut mieux se dire, ça va me coûter un peu d'argent de m'immatriculer à la TVA. Sachez que vous pouvez vous immatriculer à la TVA vous-même en tant que Français dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Alors ça, c'est la théorie. En pratique, il y a des pays où c'est assez facile. Il y a des pays où ça va être plus compliqué, comme l'Espagne, parce qu'il va falloir avoir un numéro local pour pouvoir correspondre avec l'administration espagnole. Il y a des barrières linguistiques, toujours. Après, vous avez des sociétés comme la mienne qui font du déclaratif. Et vous pouvez m'appeler comme vous pouvez appeler d'autres sociétés sur le marché. Hein, la concurrence, ça a parfois du bon. Et ça ne coûte pas non plus si cher que ça. Hein. C'est sûr que si vous allez dans des grands cabinets, vous aurez droit à un type de service qui fait que c'est forcément un peu cher. Mais vous avez aussi des sociétés qui sont un peu moins chères. Vous pouvez aussi voir avec votre expert comptable si lui connaît quelqu'un. Enfin voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une immatriculation TVA dans un autre pays, c'est pas non plus si problématique que ça. Moi, j'ai des clients qui ont des numéros dans plein de pays de l'Union européenne. Bon, ils survivent très bien. Mais c'est juste qu'on met en adéquation, on met en rapport ce que ça coûte avec le flux dont on est en train de parler, hein, ou le business qu'on compte faire dans un pays. Il y a des questions qui sont arrivées. Je vais les lire à haute voix parce que ça me permet de partager le cas pratique. Au niveau facture transport, si je suis B, français, mon fournisseur est français, c'est moi qui prends en charge le transport, oui, mais qu'on livre en Belgique. Est-ce que mon transporteur français doit me facturer de la TVA? Oui, parce que, alors, on parle de la prestation de transport. Une prestation de transport est une prestation de service qui est taxable là où le client se trouve. Donc, vous êtes une société française, donc quand vous achetez du transport, ça doit vous être facturé avec TVA française si le transporteur est français. Si le transporteur est étranger, il va vous facturer sans TVA, à charge pour vous, Français, d'autoliquider la TVA française. Pareil pour la Suisse, parce que vous dites, pareil, même flux, mais livraison en Suisse, client final en Suisse. La prestation de transport, c'est pareil, c'est toujours le même traitement, mais ça, bon, ça fait l'objet d'autres ateliers qu'on pourra éventuellement refaire, qui sont liés à la notion de prestation de service et où est-ce que je taxe les prestations de service. Hein? Et alors, attention parce que oui, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Vous avez un prestataire de transport qui, quand vous exportez vers la Suisse, ne vous facture pas de TVA. Oui, parce que sa prestation de transport est liée à une opération d'exportation qui est elle-même exonérée. Je vends à une société suisse, je fais une exportation exonérée de TVA française, et le transporteur que je vais mandater pour faire ce transport, lui, peut exonérer sa prestation parce que ce transport est lié directement à mon exportation. C'est dans ce contexte-là qu'il a droit de vous facturer sans TVA. Mais quand on est à l'intérieur de l'Union européenne, malheureusement, ça ne marche pas. Il est obligé soit de vous facturer la TVA française, soit c'est vous qui devez autoliquider la TVA française. Je prends encore une autre question. Si je ne déclare pas une facture de vente dans ma DEB expédition du mois, est-ce que je peux la déclarer le mois suivant? Combien de temps ai-je pour la déclarer? Je suis incapable de vous répondre. Il me semble qu'il faut corriger la DEB précédente, mais dans un certain niveau. Je crois qu'il y a des effets de seuil. Là, comme ça, je ne suis pas capable de vous répondre. Il faudrait regarder plus en détail. Je ne saurais trop vous conseiller d'ailleurs pour la DEB de consulter la notice
de la DEB, qui pour le coup est très bien faite. En tout cas, maintenant, elle est très bien faite. Il y a quelques années, j'aurais pas tout à fait dit la même chose. Et qui vous renseignera justement sur toutes les régularisations. Il y a un chapitre qui est dédié à ça et qui est pour le coup plutôt bien fait. Je pense que la douane est assez, si effectivement elle est assez indulgente, si effectivement vous loupez un mois, vous le faites, vous faites la régule le mois d'après. Enfin, je ne vais pas m'avancer non plus, mais c'est une question de proportion aussi. Hein. Voilà, c'est pas. Vous déclarez 10 millions tous les mois d'expédition et vous avez oublié une opération à 300 €. Bon, est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. Après, vous faites peu d'expéditions, c'est-à-dire que dans le mois, vous avez fait une expédition de 500 000 € et vous avez oublié cette expédition de 500 000 €. Là, c'est autre chose. Hein. Ça vaut le coup de bien regarder de près comment régulariser. C'est plus, je dirais que si vous avez déposé votre DEB, vous n'aurez pas l'amende de 750 €, vous aurez l'amende de, alors que je ne dise pas de bêtises, c'est 15 € par ligne manquante de mémoire. Donc vous aurez 15 € d'amende parce que vous êtes, vous êtes en retard. Ou la ligne est fausse parce que vous l'avez mis dans la déclaration, la DEB suivante. C'est pas vraiment l'amende de 15 € qui me fait peur, c'est plutôt l'inadéquation entre, enfin la divergence entre une déclaration de TVA et une DEB, qui là est un vrai sujet. Hein, je vous invite à vraiment faire attention à avoir vraiment une similarité entre ce que vous mettez dans la déclaration TVA et ce que vous mettez dans la DEB pour les livraisons intracommunautaires ou les acquisitions intracommunautaires, de toute façon ça marche pareil. Je suis en train de regarder si on avait dans les conversations s'il y avait d'autres choses. J'en ai pas vu pour ma part. Non, on a des gens qui devaient partir. Je peux toujours dire au revoir, mais je pense qu'ils ne sont plus là pour entendre. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas parce que c'est le moment. C'est vrai qu'à distance, c'est moins facile, effectivement. Puis on n'a pas, pour les participants, on n'a pas le support, effectivement, pour écrire. Donc, bon, mais voilà, profitez, effectivement, puisqu'on on a un peu de temps. Moi, ce que je retiens aussi à l'essence, c'est que, bon, au-delà des cas, vous nous avez expliqué, on y voit plus clair, il y a quand même toujours des cas, s'agissant d'une directive, donc la 2006-112, les directives étant transposables, on n'est jamais à l'abri de ne pas savoir effectivement comment ça se passe dans un État dans lequel on fait une opération. Donc en fait, comme très souvent à l'international, il n'y a pas une vérité, on a souvent des cas un peu particuliers. Nous, on est interrogés, hein, mes collègues et moi-même et mes collègues. Bon, Cindy Arène est présente, Pascal est présente également. Et nous-mêmes, on se dit, bon, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc là encore? Donc, c'est vrai que ça vaut le coup il faut toujours se poser des questions et éventuellement d'aller vers un expert parce que une consultation effectivement d'un expert coûtera toujours moins cher que une amende en fait. Voilà. Et puis ce sont toujours des contrariétés. Donc, il faut toujours vérifier. Et l'autre aspect aussi, que vous parliez en amont, mais ça c'est valable pour tout, et vous le savez, il y a, je pense, beaucoup de personnes de services comptables ou ADV, en amont du moment de la vente, très souvent les commerciaux n'ont pas cette notion de connaissance des incoterms, ni de l'impact de la TVA et de la fiscalité. Ça c'est effectivement très dommage, je ne sais pas comment on peut faire. Souvent nous on dit, écoutez, quand on vient vous voir, invitez vos collègues commerciaux pour qu'ils entendent aussi que, bien sûr, c'est bien de conclure une commande, mais il ne faut quand même pas dire amen à tout et qu'il y a des incidences selon qu'on prend en charge ceci ou cela et que du coup, l'international, ça concerne tout le monde et puis même si on est commercial, on est concerné aussi par les incoterms, par la TVA, par l'emballage et voilà, c'est tout un, on le répète souvent mais ça n'avance pas forcément toujours aussi vite que nous on pourrait l'espérer, mais bon. Moi, je travaille surtout avec des comptables ou des financiers
et qui me disent toute leur frustration la plupart du temps parce qu'ils arrivent, entre guillemets, après la bataille. Voilà. C'est-à-dire que les opérations, les contrats ont déjà été signés, les opérations ont parfois déjà eu lieu. Et une fois que ça a eu lieu et que, vous savez, par exemple, pour les fonctions achats, ce que je dis souvent, c'est quand on est acheteur, on va aller chercher à réduire les prix d'achat. Bon, voilà, ça va. Je pense que je n'ai pas dit une grande vérité, une grande nouveauté. Mais souvent, on va aller gratter quelques points, hein, quelques pourcentages. Et ce que je dis souvent, c'est si on fait mal les choses et qu'on n'a pas anticipé, on peut se prendre 20% de TVA non récupérable. Tout de suite, ça veut dire que l'effort commercial, enfin l'effort achat, pour aller vraiment économiser quelques points de marge est mis à mal, en tout cas est complètement annihilé par un traitement TVA qui va devenir contraignant. Alors, les fonctions achats, quand on leur dit oui, mais ça va m'obliger à immatriculer la société dans tel pays, souvent ils vont vous répondre oui, mais ça, c'est pas dans mes objectifs. Alors, ça fait aussi partie des choses que chez des équipementiers automobiles, par exemple, moi, j'ai eu des discussions avec des financiers qui ont, du coup, pour les fonctions achats, rappelé que la rentabilité du projet doit tenir compte aussi de la partie fiscale, tout simplement. Et que ça marche aussi à la vente. Hein. Si vous vendez en ayant dit je fais un super schéma de vente et que vous dites bah oui, mais ça va coûter 10 000 € d'honoraires par an parce que il faut s'immatriculer dans tel pays. Alors je dis 10 000 €, normalement ça coûte pas si cher que ça. Hein. C'est juste que je suis gentil avec mes concurrents qui sont plus dans les gros cabinets d'avocats. Mais il y a des coûts dont il faut tenir compte dès la phase de préparation et de montage du projet. Je réponds juste à quelques questions. Oui, le support sera mis à disposition. Hein, ça, c'est important de le répéter. Un webinaire sur les triangulaires avec un pays hors UE. Alors, malheureusement, dès qu'on a un pays hors UE, alors je parle d'un pays physique, hein, c'est-à-dire, imaginons à partir du 1er janvier, je suis français, j'achète un espagnol et je revends un britannique et il y a une livraison directe de l'Espagne vers la Grande-Bretagne. Ça, par exemple, comme après le Brexit, ce sera un territoire d'exportation. Donc après le 1er janvier, la Grande-Bretagne est un territoire d'exportation. Ça ne sera pas une triangulaire simplifiée parce que le bien quitte le territoire de l'Union européenne. En revanche, imaginons qu'on est un Français qui vend à un Britannique, qui revend à un Allemand et la marchandise part de France et va vers l'Allemagne. Ça peut rester une opération triangulaire simplifiée. C'est pas parce que l'intermédiaire est britannique, donc non communautaire, que ça met à mal la possibilité d'une opération triangulaire. La contrainte, par contre, c'est que ce Britannique devra vous présenter un numéro de TVA dans un pays de l'Union européenne. Ça, par contre, c'est pas gagné. Hein. Donc, ça me permet de rappeler que tout ce que l'on dit est un raisonnement qui est fondé sur le flux logistique réel des biens. Pays de départ, pays d'arrivée. Le pays d'établissement des acheteurs-revendeurs dans la chaîne, finalement, j'allais dire, c'est secondaire, avec des pincettes hein, quand même à prendre, ce secondaire, parce qu'on va le regarder après coup quand même. On va regarder où est-ce que les opérateurs qui interviennent dans cette chaîne sont établis et là où ils sont immatriculés à la TVA. Parce qu'on pense bien que si on vend à un Britannique, aujourd'hui, il vous présente son numéro britannique, donc si vous livrez physiquement vers l'Allemagne, c'est pas grave, vous pouvez exonérer. Demain, vous livrez toujours vers l'Allemagne, mais votre client britannique n'est pas capable de vous présenter un numéro de TVA communautaire, et bien là, on aura un blocage. Là, vous serez obligé de lui facturer de la TVA française. Il faut absolument qu'il vous présente un numéro de TVA communautaire. Allemand, parce que c'est le pays d'arrivée que j'ai choisi dans mon exemple, ça serait l'idéal. Si c'est néerlandais, pourquoi pas? C'est son problème après de savoir si lui, il est dans une triangulaire simplifiée ou pas. Les mentions sur facture, une question qui a été posée sur les mentions sur facture. Malheureusement, là, je ne pouvais pas tout détailler parce que, comment dire, il y a trop de situations particulières. Là, l'objectif de l'atelier, c'est vraiment de vous sensibiliser à une problématique
et des possibilités de schéma. Néanmoins, derrière, c'est, comme le disait Annie, c'est une validation transaction par transaction parce que y a tellement de choses à vérifier pour savoir dans quel cas on est et il y a tellement de réponses possibles que vous dire comme ça quelles sont les mentions sur facture, ça va être compliqué. Je peux d'ores et déjà vous confirmer qu'une livraison intracommunautaire, c'est l'article 138 de la directive, qu'une exportation, c'est l'article 146 de la directive, et qu'une triangulaire, c'est l'article 141 de la directive. Aller au-delà, c'est pas possible parce que c'est vraiment du cas par cas, tout simplement. Parce que les autres mentions sur facture, type exonération, enfin pas exonération justement, mais toutes les mentions d'autoliquidation, par exemple, sont généralement des mentions qui sont propres à chaque pays. Donc, du coup, c'est un peu compliqué de les résumer dans un webinaire comme celui-là qui, par ailleurs, ne porte pas sur ce sujet-là. Mais effectivement, c'est une question importante. Hein, c'est vraiment une question importante. Je pense que les participants ont souvent en tête, enfin, moi personnellement aussi, on a souvent en tête la référence au code, aux articles du Code général des impôts aussi, qu'on peut mettre aussi, on n'est pas obligé de mettre. Oui, tout à fait. Moi, je cite la directive parce que ça permet de parler le même langage avec tous ses fournisseurs et ses clients dans l'Union européenne. Oui, ça l'avantage. Mais rien n'empêche d'utiliser le Code général des impôts. C'est plus que le Code général des impôts, souvent, c'est un peu plus long. Hein, 262 ter 1 pour les livraisons intracommunautaires. C'est un peu plus long que de dire article 138 de la directive, tout simplement. Alors, il y a des questions sur les prestations de services. Malheureusement, je préfère qu'on ne les traite pas aujourd'hui, mais n'hésitez pas à prendre contact auprès d'Annie, enfin de vos interlocuteurs de BCI. Si c'est un sujet un peu plus compliqué, de toute façon, je serai contacté dans la foulée, mais parce que prestation de services et UK, ça va être un vrai sujet demain parce que il y a un certain nombre de subtilités que je ne peux pas exposer là en 3 secondes, enfin 3 minutes même. Et du coup, il faut vraiment voir de quel type de prestation de service on parle et qui est le vendeur, qui est l'acheteur, même si j'ai une petite idée, pour vraiment voir dans le détail comment ça va se passer. Je lis. Alors, nous sommes une société française, nous achetons des produits en France que nous revendons dans d'autres États membres. Ce sont la plupart du temps nos clients qui gèrent le transport. D'accord. Le fournisseur ne nous facture pas de TVA, il nous demande le numéro de TVA Intracom des clients finaux, est-ce normal? Pas du tout. Votre fournisseur se met dans un risque rouge, rouge, rouge. Là, s'il a un contrôle fiscal, ça risque de se passer très très mal pour lui parce que il vous fait des factures à vous et il utilise le numéro de TVA de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire votre client. Et dans ce cas-là, un inspecteur des impôts aura très vite fait de voir que votre fournisseur facture une société française et qu'il met un numéro de TVA qui n'a rien à voir avec cette société. Donc là, j'ignore le chiffre d'affaires qu'il fait de cette manière-là, mais je lui recommande plus que vivement de consulter un expert en TVA parce que là, il est dans une situation très délicate. Normalement, il devrait vous facturer de la TVA puisque lui ne gère pas le transport. Il devrait vous facturer de la TVA française et vous, par contre, vous êtes normalement, alors il faudrait vérifier qui fait le transport. Est-ce que c'est votre client ou est-ce que voilà, il n'y a pas autre chose derrière. Mais a priori, vous pouvez vous faire une livraison intracommunautaire ou une exportation si c'est éventuellement vers le UK demain. Vous faites des opérations exonérées. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais, et là, il faut être vigilant parce que si vous faites effectivement moi, je comprends que dans ce cas-là, c'est une vente ex-works. Vous ne vous occupez pas du transport. Faites attention sur, on en revient toujours au même, hein, les documents, les justificatifs, la preuve de livraison hors de France. Là, c'est un cas un peu, oui, un peu. Nos fameux CMR. On parlait tout à l'heure. Ou les attestations de réception à l'arrivée. Voilà. Bon, livraison datée, signée à l'arrivée. Alors, je regarde une autre question. J'ai aussi un flux Espagne-UK. Très bien. On prend en charge le transport. Donc, vous êtes l'intermédiaire, a priori. Vous n'êtes pas immatriculé en Espagne. Comment doit-on traiter la facturation AB et BC après Brexit? Aïe, après Brexit, ça va être compliqué parce qu'avant Brexit, à la rigueur,
Ça, c'est potentiellement une triangulaire simplifiée, puisqu'on a un fournisseur espagnol, un intermédiaire français, un client final au UK. C'est l'intermédiaire qui gère le transport. Donc, on est dans… attendez, parce que j'ai les box de dialogue qui sont en plein milieu. On est dans ce cas-là. C'est juste que ici, c'est Espagne, ici, c'est UK. Donc, pour vous, pour l'instant, a priori, c'est éligible comme en tant qu'opération triangulaire. Post-Brexit, c'est vous qui gérez le transport. Votre fournisseur espagnol va pouvoir considérer qu'il fait une exportation. Parce que pour les exportations, c'est comme les livraisons intracommunautaires, il faut que le transport soit fait par le vendeur ou par l'acquéreur non établi dans le pays de départ. Ça, c'est pour les exportations. Donc, ça veut dire que soit c'est le fournisseur espagnol qui gère le transport, soit c'est vous en tant qu'intermédiaire français, donc non établi dans le pays de départ. Et l'Espagnol pourra faire une exportation, il aura une déclaration en douane à son nom. Vous, en tant qu'intermédiaire, vous pouvez considérer que vous faites une opération hors champ territorial de TVA, à charge pour votre client britannique de déclarer l'importation en Grande-Bretagne. Je ne saurais trop vous recommander d'anticiper le sujet avec votre client pour que vous ne vous retrouviez pas avec un client qui refuse d'être importateur et de supporter les frais, etc. à l'importation. Là, c'est plus une question commerciale qu'autre chose, mais ça sera une vraie question. Mais vous pourrez faire une opération qui est hors champ territorial parce que la marchandise est déjà partie d'Espagne, c'est le fournisseur qui fait l'exportation, et qui n'est pas encore arrivé au Royaume-Uni, c'est le client qui fera l'importation. Donc vous êtes en duty free. C'est un peu le même principe. C'est une fois que vous avez passé les contrôles, vous êtes dans une zone qui est nulle part, en fait, qui n'appartient à aucun territoire fiscal. Voilà. Ah oui, il y a une précision sur le cas qu'on a eu avant d'un Français qui facture un autre Français et c'est le client final qui vient chercher la marchandise en France pour l'emmener vers d'autres pays. Je vous disais que le fournisseur français qui ne facture jusque-là pas de TVA doit vous facturer de la TVA. Et oui, vous pouvez la déduire, bien sûr. Toute TVA qui vous est facturée correctement est déductible ou récupérable via une demande de remboursement. Ça, c'est la manière de faire. Ça, on peut en discuter, mais de toute façon, une TVA qui vous est facturée doit toujours être récupérable, sauf transport de personnes, l'hôtel, enfin voilà, un certain nombre de limites très locales. D'ailleurs, dans l'exemple que vous donniez, vous nous disiez que votre fournisseur français ne facture pas de TVA et il vous demande les numéros de TVA de vos clients. Donc là, je vous disais, il prend un risque énorme. Bon, après, c'est sûr que si on parle de 3 transactions et de 800 €, c'est peut-être pas la fin du monde, mais ça n'a pas l'air d'être le cas, ça a l'air d'être de manière récurrente. Lui, s'il se fait contrôler et que du jour au lendemain, il vous facture de la TVA française, vous pourrez déduire toute cette TVA française sur la base de la facture rectifiée qu'il va vous envoyer. Il n'y aura pas de sujet là-dessus. En revanche, il sera bon de lui demander une copie de l'avis de redressement l'avis de rectification qu'il aura reçu de la part de son inspecteur des impôts préférés. Cela dit, je ne saurais trop recommander quand même qu'il anticipe le sujet parce que je ne connais pas vos relations avec ce fournisseur, mais le risque pour lui, c'est un redressement sur tout le chiffre d'affaires qui a été fait de cette manière-là, plus une pénalité de 40%, plus des intérêts de retard. Voilà. Donc, j'imagine qu'en plus, s'il fait ça avec vous, il fait ça avec d'autres. Ça peut… Bon, moi, j'ai déjà vu des sociétés déposer le bilan à cause de contrôles fiscaux. Donc, sur des choses comme ça, ça peut vite être compliqué. Alors, une dernière question. Nous sommes dans le cas de transactions en chaîne d'assimiler prestations de services, location logicielle, contrat de maintenance, mais également formation. Ça, malheureusement, ça n'est pas l'objet… Alors, malheureusement, je vais tempérer mon propos. Ça ne fait pas partie de l'atelier qu'on traite aujourd'hui qui ne traite que les biens. Sur les prestations de services, il n'y a pas de notion de transaction en chaîne. C'est que chaque facture doit faire l'objet de son travail de qualification et d'application du traitement de TVA. En l'occurrence, là, vous me parlez de logiciels, formation. Alors, formation, on va regarder, mais les logiciels, c'est des prestations de services dites standards, génériques. Si vous êtes que en B2B, ça sera taxable dans le pays d'établissement du client. Donc, vous, société française, vous facturez de la TVA française à vos clients français.
si vos clients sont étrangers, vous ne mettez pas de TVA, c'est eux qui vont se débrouiller dans leur pays pour autoliquider. La maintenance et la formation. Alors la maintenance, il faut voir de quoi on parle, sur quoi ça porte. Et les formations, il faut voir si on est sur des droits d'entrée à des sessions de formation ou si on est sur de la formation physique en présentiel. oui, au passage présentiel. Ou alors si, vous vendez des machines et vous vendez des formations à votre client pour ces machines, et quand vous vendez la formation, le client, il envoie 5 salariés ou 30, c'est pareil. Voilà, c'est dur de vous répondre comme ça. Est-ce que ça fera l'objet d'une autre session? Là, je me tourne vers Annie. Ça, pourquoi pas. Là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu en dehors du sujet d'aujourd'hui. Ce qui est très bien. Hein. Ouais, je l'avais dit en préambule, on a prévu très, très vite, en début d'année, l'année prochaine, une réunion sur l'évolution de la TVA sur le e-commerce, puisque initialement prévu d'entrer en vigueur au 1er janvier, elle va finalement être rentrée en vigueur en juillet 2021. Donc, e-commerce, le paquet TVA e-commerce, on en parle en début d'année, probablement en février. Les autres sujets. Alors, ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est que vous reveniez vers nous, vers votre conseillère, puisque nous sommes toutes des femmes, référents dans chacun de vos départements. Donc, Cindy dans le 35, Pascal dans le 56, Annie dans le 29, moi-même dans le 22. Vous revenez vers nous pour en reparler s'il y a des questions ou des points qui ne sont pas suffisamment clairs. Nous avons une vision générale, donc on peut déjà aussi vous répondre à certaines questions. Pour l'expertise, eh bien, vous connaissez Alexandre, à ce moment-là, vous contactez Alexandre. Si vous avez d'autres experts autour de vous, bien sûr, vous contactez qui vous voulez. Voilà. Et puis, donc, si vous avez des sujets précis sur lesquels vous voudriez qu'on refasse une réunion, ben, vous nous en faites part et on regarde. Parce que, voilà, j'ai celle-ci prévue en début d'année, mais on peut en refaire une autre au second semestre ou un peu avant. Enfin, voilà, on s'adapte effectivement à vos besoins. Ça, c'est un leitmotiv. On est là pour vous servir, donc on s'adapte à vos besoins. Et puis, enfin, au-delà un petit peu du sujet propre TVA, on est aussi à votre disposition pour faire ce qu'on appelle des diagnostics. Hein. On passe en revue voilà, les procédures, les documents dans le traitement d'une vente. Hein. À partir du moment où vous avez une commande, et bien voilà, quel document, comment, quand, voilà, logistique, douane, facture, éventuellement les contrats. Voilà, Diactassi, n'hésitez pas, hein, on vient vous voir et on traite tout ça avec vous à une personne, 2 personnes, 10 personnes. Voilà, donc. C'est un exercice que je recommande vivement. On le fait volontiers et puis voilà. Et l'intérêt en plus, c'est que donc on est avec vous, on vous écoute, on répond à vos questions. Ensuite, on vous livre un compte rendu avec des prérogatives, éventuellement des compléments d'information. C'est un document que vous pouvez ensuite transmettre à votre direction pour qu'aussi justement appuyer éventuellement vos demandes, vos suggestions qui ne sont pas toujours entendues. Et donc voilà, on est neutre, voilà, on a un avis neutre et il faut voilà, c'est un outil effectivement qui est utile. Et si tout va bien, s'il n'y a rien de spécial, et ben, formidable. Et puis autrement, ben, ça permet de recaler certaines choses et de vous permettre de continuer à travailler sereinement. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'approximation, hein, je vous le dis, il n'y a pas d'approximation au commerce international. Ça s'anticipe, ça se prépare, on prend le temps, éventuellement avant, on vérifie, on y passe du temps, éventuellement un peu d'argent pour se caler des choses, mais au point après, on est tranquille. Et parce que des trucs des piratés au départ, ça peut coûter très très cher, vous le savez aussi bien que nous, voire mieux. En conclusion, de mon côté, j'ai vu que le Brexit est revenu régulièrement. Alors, à titre personnel et à titre professionnel, c'est un sujet que je suis de très très près. Je vous recommande, pour ceux qui travaillent vers ou depuis le Royaume-Uni, d'anticiper auprès notamment de vos clients ou de vos fournisseurs, hein, voir un peu comment eux vont vouloir traiter les choses, mais également si vous êtes amené à être importateur ou exportateur en France ou au Royaume-Uni, à bien anticiper ce sujet-là auprès de vos partenaires commerciaux, clients, fournisseurs, mais également auprès de vos partenaires logisticiens. Parce que vous allez basculer sur un flux qui ne sera plus un flux intracommunautaire, mais un flux import-export. Qui dit import-export dit obligation déclarative complémentaire, enfin supplémentaire. Ça a des coûts.
hein. Ça a des coûts, mais ça peut permettre aussi des opportunités de simplification. Parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui font que, pour ceux qui connaissent un peu, hein, le contingent d'achat en franchise, le fait de transférer de la marchandise et d'avoir des stocks déportés, on peut aussi avoir des entrepôts sous douane. Voilà, des notions auxquelles on a un peu moins accès dans des transactions intracommunautaires. Je vous donnerai juste un premier retour d'expérience sur ce qu'en ce moment je vois beaucoup et qui semble poser problème. C'est des sociétés britanniques clientes de sociétés alors françaises, enfin des sociétés communautaires, et qui jusque-là déclaraient des acquisitions intracommunautaires avec un tarif qui était ce qu'il était, et qui refusent demain d'accepter de prendre en charge les frais douaniers, donc droits de douane à import et TVA à l'import, ni même les formalités douanières. Donc, si vous avez des clients britanniques, je vous engage à couvrir ce sujet-là au plus tôt parce que je ne voudrais pas jouer les Cassandres, mais les négociations sont extrêmement mal parties pour aboutir. Et s'il n'y a pas d'accord, l'écueil, c'est que le Royaume-Uni se retrouve dans une zone douanière sans accord sur les origines préférentielles ni quoi que ce soit, et que donc les taux de droit de douane soient les taux de droit commun, qui sont relativement élevés. Pour vous donner une idée, n'hésitez pas à utiliser la base de données de la Commission européenne qui s'appelle la base TARIC, T-A-R-I-C. Et si vous connaissez les nomenclatures douanières de vos produits, vous pouvez faire des simulations à l'import, peu importe le sens. Hein, ce qui importe, c'est que vous allez voir apparaître après cette simulation le tarif standard et ensuite tous les tarifs préférentiels en fonction des pays de destination. Le tarif standard sera probablement celui qui sera appliqué pour tout ce qui vient de Grande-Bretagne. Donc, si vous importez des produits de Grande-Bretagne, ça peut être intéressant de savoir tout ça, mais également de savoir combien vos propres produits vont coûter à vos clients et les éventuels problèmes concurrentiels que ça pourrait vous poser. Donc, faut pas s'alarmer, mais il faut anticiper. Voilà, c'est ça mon message. Hein. Oui. C'est qu'il y a un vrai sujet et je m'aperçois que finalement, les opérateurs économiques ne sont pas prêts du tout. Moi, j'ai beaucoup de clients que j'ai sollicités pendant 6 mois, 1 an et demi hein, sur le Brexit et qui ne sont toujours pas prêts et qui là commencent à s'inquiéter de ce qui va se passer parce que je crois que vous lisez tous ou vous voyez les actualités qui ne sont pas rassurantes sur ce que font M. Johnson et M. Barnier. Il y a une chose très facile à faire d'ores et déjà, si vous ne travaillez pas déjà du tout à l'export, c'est-à-dire hors UE, demandez votre enregistrement douane, demandez votre numéro EORI d'ores et déjà. Ça, c'est très simple. Hein, vous le demandez auprès de la douane. Comme ça, vous serez d'ores et déjà enregistré, que ce soit pour des flux import ou export. Au moins, ça sera fait. Et pour le reste, c'est plus compliqué, effectivement. C'était le seul sujet que je voulais aborder parce qu'on n'aura pas l'occasion de se reparler. En tout cas, moi, je n'aurai pas l'occasion d'intervenir pour BCI avant que le Brexit devienne effectif, sauf énième report qui est possible. Voilà. Ouais, je crois que là, c'est un petit peu oui, c'est mal parti quand même. Donc, bon, enfin bref, oui. on n'est pas là pour faire du café du commerce, mais moi, j'invite vraiment à anticiper le sujet. Rapprochez-vous de vos comptables, rapprochez-vous de vos logisticiens, rapprochez-vous de vos partenaires commerciaux parce que c'est malheureusement toute la chaîne hein, qui va être impactée et qui va l'être plus que ce qu'on souhaitait. Bon, on va avoir prendre les devants. Des réunions, sans doute des webinaires encore hein, sur le sujet Brexit hein, d'ici la fin de l'année en fonction de comment ça évolue. On en a prévu, effectivement, on s'est gardé quelques créneaux là, pour vous proposer voilà, de voir un petit peu plus, d'y voir plus clair, notamment avec la douane, hein, sur les sujets, effectivement, de flux de douane. Ouais. Parfait. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On est dans les temps, pile à l'heure. Parfait, effectivement. Donc, un grand merci encore à vous, Alexandre. Et puis, merci aussi avec un grand plaisir.
leurs questions pertinentes, intéressantes, qui ont fait que voilà, ça a rendu ce webinaire vivant, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis voilà, revenez vers nous, revenez vers Alexandre aussi en direct si vous voulez. Hein. Certains d'entre vous le connaissent déjà peut-être aussi d'avance, donc voilà. Oui. Et puis voilà, comme je vous l'ai dit, nous restons à votre écoute, à votre disposition pour notre plus grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Une bonne fin de journée, Alexandre, à bientôt. Merci beaucoup. Chers collègues aussi, à bientôt. Et messieurs, dames, donc voilà, bonne continuation. Merci à tous. Merci pour vos questions. Merci. À très vite. Au revoir. Au revoir.